Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur les Ludic Awards 2024. Yeah. Nous allons accueillir notre invité du jour, il n'est pas encore arrivé, il va bientôt arriver, pour nous présenter son top 5 de tous les temps en solo. N'hésitez pas, si vous souhaitez participer aussi, vous pouvez toujours le faire. Sur tout le mois de novembre, vous pouvez participer. Pour cela, il suffit de venir sur Discord, vous pouvez avoir le lien dans la description et d'avoir évidemment un top 5 solo, vous pouvez le partager avec la communauté. Et le principe après, c'est d'avoir justement un classement, et non cette fois-ci un classement d'un YouTuber prédéfini, mais là d'un classement de la communauté, en disant voilà, la communauté ludiquement solo préfère tel jeu, tel jeu, tel jeu, voilà, donc c'est un peu le principe. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez venir partager, c'est tout simple. Vous venez sur Discord, il n'y a pas forcément de prérequis, à part le fait d'avoir un micro forcément, mais bon, même avec un téléphone, tout le monde a un micro, hein, même si vous prenez un téléphone, ça marche. Donc, il suffit d'avoir Discord, et puis voilà, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était juste un petit aparté pour vous expliquer que vous pouvez quand même participer, même si vous n'êtes pas inscrit jusqu'à maintenant, vous pouvez participer en venant sur Discord et en écrivant un petit message dans le channel Ludic Kawer, là, je sais pas quoi. Ludic, c'est quoi le channel Ludic Award. Voilà, Ludic Award. Et puis voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre notre invité et puis on se retrouve tout de suite après. Ok, on se retrouve avec Seb. Donc Seb qui est notre invité du jour sur les Ludic Awards. Donc avant de commencer, Seb, une petite présentation de toi-même. Et il me semble que tu as une chaîne YouTube, enfin tu es connu parmi les YouTubeurs, tu es une grande star, donc ça me fait l'honneur de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne. Donc n'hésite pas à te présenter, à nous dire aussi ce que tu fais, ce que tu aimes, pour qu'on puisse aussi te découvrir et savoir quel joueur, quel type de joueur tu es. Alors, salut à tous, donc c'est bien Seb, donc en effet j'ai une chaîne YouTube. Moi je suis un grand passionné désormais de jeux de société. J'ai délaissé les jeux vidéo pour les jeux de plateau, jeux de cartes. J'aime énormément les jeux de cartes, je joue à quelques jeux experts, un peu de jeux famille, mais à tous les styles, voilà, je suis pas fermé sur les styles. Et la chaîne YouTube, ça fait 1 an qu'elle est active et j'avais commencé chez toi avec les défis, notamment c'était sur Apex. Donc c'est grâce à toi finalement que je suis sur la plateforme. Donc merci quand même, merci à toi. Ben, c'est super. Et du coup, quels sont, depuis tout ce temps, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce que déjà ça a été difficile? Parce que souvent, c'est la question que les gens pourraient se poser, à se dire, bon, faire des vidéos, en fin de compte, c'est simple, c'est difficile, ça prend beaucoup de temps, ça prend pas beaucoup de temps. Est-ce que du coup, les retours par rapport aux gens sur les commentaires, ils sont plutôt positifs, plutôt négatifs? Est-ce que, voilà, n'hésite pas à nous dire un peu des infos et par rapport à qu'est-ce qui a fait aussi que tu as progressé, je veux dire, au début, par exemple, on est toujours, enfin, je pense, je parle pour moi, mais c'est difficile de jouer, de parler, de réfléchir en même temps, pas faire blanc, pas se tromper sur les règles, parce que sinon, on va t'incendier dans les commentaires, limite te tuer. Donc, est-ce que ça, c'était vraiment difficile au début, et est-ce que après, avec le temps, tu t'es un petit peu amélioré, et du coup, maintenant, ça devient un peu plus facile? Et aussi, une autre question, est-ce que tu as réussi à trouver ta place parmi donc ce monde de YouTube où il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde? Pas mal de questions intéressantes. Alors pour la partie technique, moi je filme avec juste mon téléphone, donc pas de matériel professionnel, pas d'éclairage supplémentaire, pas de micro, pas de bidule de caméra. Moi c'est juste avec mon tel et j'ai changé de tel quelques fois depuis le début, donc j'ai une meilleure qualité d'image. Maintenant je fais un tout petit peu de montage, je me suis un peu débrouillé pour faire quelques bricoles, mais vraiment peu, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. En plus du temps de filmer les vidéos, comme tu dis, c'est très chronophage. Il faut vraiment bloquer un temps dans son emploi du temps. Bloquer un créneau, faut s'arranger avec la famille, avec les enfants, donc ça prend clairement du temps supplémentaire dans la journée, donc il faut s'organiser là-dessus. J'ai appris qu'il faut un bon éclairage, ça c'est bon, maintenant je m'organise j'ai une lumière mobile on va dire, et les lumières de la chambre, j'ai une salle de jeu avec la table, comme ça je peux laisser les jeux en place, ça c'est vachement pratique. Pour le son, pareil, il faut éviter les bruits parasites, des fois quand je laissais la fenêtre ouverte et tout, on entend les voisins, on entend dehors, donc ça gêne un peu l'audio de la vidéo, c'est dommage. Ensuite, donc là, je me suis amélioré sur ces points-là. Après, c'est là, dans la façon de filmer tout ça. Avant, je faisais beaucoup de caméras statiques. Enfin, je voulais pas bouger forcément le point de vue, mais c'est compliqué. Des fois, sur les gros jeux, pour essayer de montrer tous les éléments et tout, je pense qu'il faut un petit peu bouger.
Après, j'essaie de faire le moins d'erreurs de règles possible, forcément, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Il y a la fatigue, il y a la concentration, etc. qui diminue, surtout pour des gros jeux. Donc là, ça peut être compliqué. Moi, ce que je fais, je m'emmerde pas. Je mets dans les errata, dans les commentaires, j'ai fait une faute à tel endroit, ou alors un abonné va la repérer, et tant mieux. Hein. Moi, je la signale, et voilà, c'est pas la fin du monde, c'est bon. C'est pas une science exacte, hein, le jeu de société. Et au contraire, c'est très bien qu'on me fasse remonter les erreurs. Moi, ça me permet de m'améliorer après pour la suite. Hein. J'ai pas de complexe là-dessus. J'ai pas de mauvais commentaires pour le moment. Là, je suis pas encore à 1000 abonnés, mais j'approche tout doucement, tranquillement. Pour l'instant, j'ai que du bienveillant. Et après, si les gens ils veulent critiquer, ils peuvent critiquer. S'ils trouvent des trucs mauvais, ben, ils peuvent le dire. Hein. Je verrai comment je réponds, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, c'est une activité de passion supplémentaire, complémentaire, ouais, à ma passion. Donc bon, c'est pas un métier, je cherche pas de rémunération, je cherche pas de trucs particuliers là-dessus. Hein. Moi, c'est juste pour le plaisir, partager. Et Ok. voilà, je crois. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs, notamment dans la branche solo, même si ça reste une niche. Hein. Après, bah, écoute, moi, je présente pas mal de jeux de cartes, j'essaie de pousser un peu les jeux, je rejoue beaucoup à mes jeux, donc je vais essayer d'amener une expertise sur certains jeux. Et voilà, c'est vrai que ouais, je vais pas être forcément dans les dernières nouveautés et tout. Hein. Moi, ça m'intéresse pas forcément. Cette course à la nouveauté, je trouve pas ça forcément intéressant. Donc voilà mon point de vue là-dessus. Ok. Il y a quelque chose d'intéressant que tu as dit, c'est que tu dis que tu fais des annotations quand tu fais une erreur de règle. Alors c'est bien. Alors déjà, il faut s'en rendre compte, parce que des fois, les règles, on ne se rend pas forcément compte de nous-mêmes. Et du coup, ça m'interpelle, c'est en fait, du coup, tu regardes toutes tes vidéos? Je regarde toutes, pas forcément. Avant, au début, ouais, je le faisais. Non, et puis même, tu vois, même des fois en revoyant la vidéo, alors même si je la regarde en x2, ouais, déjà. Si je la regarde, si je repère une erreur éventuelle, bah oui, je vais directement la noter. Souvent, c'est les abonnés en fait qui me la remontent. Hein. Ah, tu t'es trompé à 10 minutes, t'as pris une ressource, t'aurais pas dû parce qu'il y avait telle carte. Je dis ah oui, oui, bah, bien joué, hop, et je le signale. C'est vrai que D'accord. c'est surtout sur les retours abonnés, ouais. Ouais, parce que moi, enfin, moi personnellement, je regarde pas mes vidéos. Déjà, j'aime pas m'entendre moi-même. Et comme je sais ce qui va se passer, et c'est comme si on revoit un film 10 fois, après, il n'y a plus de surprise. Donc moi, Oui. j'aime pas trop Ouais. regarder. Je préfère regarder les autres. Au moins, je sais pas ce qu'ils vont faire, voilà. Et je trouve ça plus intéressant que de me regarder moi-même. Donc effectivement, Ah, quand tu sais pas que tu as fait une erreur, bon bah du coup, on compte sur les abonnés pour dire bah voilà, là il y a eu une erreur. Donc ça c'est plutôt bien. Enfin, moi j'aime bien en tout cas aussi, je suis comme toi, ce côté retour au niveau des erreurs, tout ça c'est plutôt bien. Et donc tu disais qu'en termes de matériel, tu utilises que ton téléphone, mais quand même avec le temps, tu t'es amélioré au niveau de la lumière, parce que tu as dit que la lumière c'était super important, ce qui est vrai. Tu as aussi maintenant une salle oui. de jeu, chose que tu n'avais pas avant, il me semble. Ouais, bah ouais, bah, depuis que j'ai la maison, c'est vrai que j'ai la salle de jeu. Donc j'ai une pièce pour jouer et une table de jeu. Donc j'allais dire indispensable. Ouais, c'est pour Hmm. nous en tout cas créateurs de contenu. Ouais, c'est un gros plus. Et quand tu fais une Ouais. vidéo, alors que quand tu ne filmes pas, est-ce que en termes de temps, c'est le même temps? C'est comment tu le vois ce truc? Ah non, déjà de filmer. Ben moi pour ma part, en tout cas, je vais faire plusieurs parties d'entraînement en amont et après je vais trouver un créneau dans la semaine où je suis un peu tranquille entre le boulot, les enfants, la famille, tout ça, les autres sorties. Il faut poser un créneau, après il faut filmer, donc il faut rester concentré. Moi, c'est souvent je filme, c'est en fin de journée, donc ça va être soit après le sport, soit après le boulot. Donc je suis jamais en méga forme, hein, forcément. Donc c'est d'où peut-être aussi certaines erreurs. Ouais, il faut tout organiser, mais c'est vrai que je fais quelques parties d'entraînement, on va dire, avant de me lancer. Tu vois, je ne me lance pas directement. Je vais lire les règles, je vais regarder un peu sur les forums s'il y a des petites erreurs connues sur le jeu, etc. Et ouais, ça demande une organisation. Certaines D'accord. organisations. Et au niveau de ton entourage, comment a été, ça, c'est toujours une question aussi qui revient un peu, comment ont vu ton entourage quand tu leur as dit, bon bah voilà, moi je veux devenir youtubeur, entre guillemets, est-ce qu'ils ont, je sais pas, est-ce qu'ils sont moqués de toi, est-ce qu'au contraire ils ont bien pris la chose, est-ce qu'ils jouent aussi avec toi, est-ce que, je sais pas, comme ça, comme tu dis, ça prend beaucoup de temps, est-ce que du coup ça a été accepté au sein de ta famille? Ma femme, elle me laisse jouer, elle me laisse faire mes vidéos parce qu'elle sait que c'est une passion. C'est une passion assez forte. Moi, je suis quelqu'un de très passionné. Donc, même quand je m'engage dans quelque chose, j'ai aussi le sport à côté, etc. C'est des trucs qui sont très chronophages. Ben, je vais m'y investir à fond.
Elle sait que je suis comme ça, donc c'est vrai elle tolère, entre guillemets, elle accepte. Et moi, les petits, j'ai 2 enfants, ils sont contents que je sois youtubeur. Hein. Pour eux, c'est un truc de fou. Pour eux, je suis une star, ils me voient à la télé, ils sont super contents. Et, ah oui, bah pour eux, il faut pas grand-chose. Hein. Ouais, ouais. Juste d'être sur YouTube, ça y est, c'est ouf. Hein. D'accord. Et bah, du coup, j'avais fait même des vidéos avec les petits. J'ai fait une vidéo avec ma fille, une vidéo avec mon fils. Et avec le petit, j'avais aussi fait des vidéos quand je publiais chez toi aussi. On avait fait 2 petites parties. Ouais, ouais. Et lui, pareil, il est content. Après, tu vois, moi, je suis content parce que lui, il est ravi. Derrière, il va jouer à ses jeux, même en solo et tout, il est content. Il va à l'école, il dit à ses copains qu'il a fait une vidéo. Enfin, voilà, tu vois, ça lui fait vraiment plaisir. Mhm. Je pense Non, que mais c'est bien. c'est positif. C'est bien. Donc C'est en fait, positif, toi, même si, comme tu dis, ça prend beaucoup. de ton expérience YouTubeesque, on va dire, il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs, malgré le fait que ça te prenne du temps, que ça demande un temps d'investissement important. Tu vois, ben, je pense un peu comme tous les youtubeurs doivent se poser un jour la question de continuer, d'arrêter, etc. Des fois, ouais, la question elle passe en tête. Tu te dis, bon, est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que j'en retire, etc. Il y a des bons côtés, des fois tu es un peu entre guillemets surmené, tu dois faire la vidéo, nanina. T'as pas le temps, t'as un peu la flemme, t'es crevé. Bon, après peut-être c'est moi qui me mets aussi une pression tout seul. Hein. J'ai pas de rythme, il y a rien de, on m'impose rien. Hein. C'est moi, tu vois, je m'astreins à publier régulièrement, au moins au début, pour pouvoir un peu lancer le truc, quoi. Et après on verra. Mm. Mais ouais, non, pour l'instant je continue. Écoute, je vois. Tu vois, je m'impose rien. Je continue encore un petit peu. Ok, c'est bien. Non, c'est plutôt cool. Enfin, moi, je suis content en tout cas que tu aies fait ta chaîne pour faire découvrir tout ce qu'il y avait à découvrir. Hein. Je suis en train de voir si ça n'a pas bugué. Non, c'était bon, je crois que ça n'a pas bugué. Ok. Non, non, je pense pas que c'est bugué. Tant mieux. Bon, c'est cool. Franchement, merci en tout cas. Et est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu plus, non pas de Seb le youtubeur, mais de Seb le joueur? Qu'est-ce que toi tu aimes le plus? Alors, moi, je le sais déjà, mais c'est pour ceux qui écoutent et qui ne te connaissent pas forcément. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Quelle est ta mécanique préférée? Ton style de jeu? Est-ce que tu es plutôt un joueur justement où tu préfères jouer solo par exemple que multi? Ou l'inverse, hein, bien sûr. Est-ce que tu es plutôt un joueur alpha? Est-ce que, voilà, je sais pas, décris-toi un petit peu comment toi tu pourrais te décrire en tant que justement joueur board game. Ouais, moi j'ai commencé étant très très jeune avec les jeux classiques et après j'ai vite joué aux échecs. Mon père m'a appris à jouer aux échecs, donc j'aime bien les jeux d'affrontement. Je suis vite tombé dans les jeux de cartes, donc Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, tous ces bidules-là, jeux de poker après, et jeux de tarot. Donc j'aime énormément les jeux de cartes au sens large. J'aime beaucoup les jeux d'affrontement. Mes mécaniques préférées, ça va être le deck building sous toutes ses formes. Je joue énormément solo parce que j'adore jouer, moi c'est une passion, donc c'est vrai que ça, pour moi c'est un excellent loisir quoi, de détente et de challenge aussi intellectuel. J'aime bien me challenger. L'avantage de jouer solo, c'est que je peux jouer quand je veux, à tout moment. Je suis pas obligé d'attendre des adversaires, etc. Je joue aussi en famille. Je joue pas mal en famille. On a pas mal de jeux. La ludothèque sont allés partager entre du solo et des petits jeux familiaux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, ouais, jeu coop. Alors ouais, c'est bien et pas bien parce que c'est vrai que je vais avoir tendance à être joueur alpha avec ma connaissance du jeu et des autres jeux même. Après, on acquiert de l'expérience. C'est un peu souvent les mêmes mécaniques. Hein, qui reviennent. C'est vrai que je vais vouloir un peu guider le truc, etc. Donc, jeu coop, ouais, on n'en fait pas énormément, tu vois. Plutôt jeu de compétitif. D'accord. Bon, ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, des choses que tu n'aurais pas forcément dites et que pour toi tu penses que c'est pertinent ou important de le dire? Non, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Hein. Je pense que c'est pas mal. Honnêtement, non, je pense on est complet. Très bien. Deux petites dernières questions quand même. Tu sais que moi je suis un peu chiant. Tu m'as pas répondu à comment tu vois ta place aujourd'hui au sein de YouTube. Est-ce que c'est dur? Est-ce que voilà. Et la deuxième question, c'est comment tu te vois ou qu'est-ce que justement dans 5 ans par exemple, est-ce que tu te vois toujours faire des vidéos? Bah, du coup, la place dans le YouTube game, ouais, bah, moi, comme je t'ai dit, moi, je vais me mettre un peu, je vais pas dire en retrait, mais je suis pas dans la course à la nouveauté, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je préfère justement mes jeux, mes anciens jeux, etc., et farmer dessus, proposer plusieurs parties, même si c'est pas la tendance, c'est pas ce qui fait des vues, etc.
c'est pas grave. Moi, je filme ce que j'aime aussi. Et après, oui, c'est sympa. Par contre, j'aime bien voilà, faire comme là, des vidéos communautaires avec d'autres youtubeurs. Ça, j'aime bien. Parce que au moins, je suis pas dans mon coin non plus, youtubeur solo, à faire que des vidéos et j'ai pas de retour, j'ai rien. Tu vois. Là, au moins, il y a quand même un aspect communautaire que j'aime bien. À faire des vidéos à droite, à gauche. Ça, c'est super cool. Après, dans 5 ans, ouais, c'est dur à dire. Hein, franchement, se projeter jusqu'à 5 ans. Que tu vois, des fois, tu te dis, ouais, je me donne encore 6 mois pour la chaîne, voir ce que ça donne, s'il y a des bons retours, etc. D'autant que là, j'ai peut-être des projets professionnels qui vont évoluer, enfin, qui vont arriver. Donc, dans 5 ans, c'est très dur à dire. Hein, je sais pas. Ça m'étonnerait que je continue encore, à moins que vraiment qu'il y ait des super jeux qui sortent, etc. Parce que bon, si je propose 1000 fois 1000 parties de chaque jeu, je sais pas si ça va plaire au monde, aux gens. Ok. Et côté jeux vidéo, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Est-ce que tu es un joueur de jeux vidéo? Eh ben, j'ai été un gros joueur de jeux vidéo quand j'étais jeune, jusqu'à, je pense, mes 20-25 ans. Et ouais, je faisais que ça, hein. PC, console portable, Nintendo, PlayStation, voilà. J'ai beaucoup joué. C'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, je mets vraiment ça de côté, parce que bah, ça aussi, c'est hyper chronophage. Je sais que moi, le temps passé derrière les écrans, quand c'est trop important, après j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête. Donc non, je préfère mettre ça de côté. Tu vois, je peux pas, comme on dit, on peut pas être partout. J'ai d'autres passions aussi. Tu vois, j'ai le cinéma, j'ai la lecture, j'ai le sport. En fait, c'est impossible de tout faire. Au bout d'un moment, faut faire des choix. Donc je préfère être à fond dans le sport, dans les jeux de société. Voilà, je suis clairement épanoui là-dedans. Donc c'est les jeux vidéo, j'ai vraiment mis de côté. Ok. Eh ben, tu peux rajouter une dernière passion. En cas où, si ta femme écoute la vidéo, tu peux dire que ta passion, c'est ta femme. On coupera au montage, comme ça, elle croira que tu l'as dit tout seul. Ah, putain, je vais Alors gagner plein non, de points là. alors fais Ah gaffe ouais. parce que je fais jamais de montage, donc ça sera... c'est c'est un piège. Ah ouais, carrément. Non, mais merci pour ta présentation, c'est cool. Et merci à madame, si jamais elle Ouais. nous écoute, de le laisser jouer et qu'il puisse faire des vidéos. Forcément, comme ça, nous, de notre côté, on est content, on peut voir plus de gameplay. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les youtubeurs gameplay, ben, ça se compte quand même sur le doigt de la main. Hein, maintenant, c'est vrai que comme tu as dit, il y a quand même beaucoup plus de youtubeurs qui font plus de découvertes, qui sont plus dans l'actualité, on va dire. Et qui vont pas forcément faire une campagne entière d'un jeu ou qui vont pas faire 50 parties d'un même jeu. Donc ça, c'est plutôt positif, moi, je trouve. Et du coup, bah, je t'encourage à continuer. Et merci, moi je te le dis, merci pour toutes tes vidéos. Merci beaucoup. Et on y va maintenant pour le top. Alors, on va commencer par le top 5. Hein. Bon, tu as l'habitude de participer comme d'habitude. On commence toujours Oui. par le top 5, après 4, 3, 2, 1, comme d'hab. Donc, vas-y, on t'écoute pour le top numéro 5. Ok, donc juste en petit préambule, je fais un top alternatif. Donc, entre guillemets, c'est les gens qui me connaissent déjà mon top 5. En Alors, fait, attends, alternative, ça veut dire? oui, ça veut dire que c'est un top 5 secondaire. En fait, j'ai pris des choix de jeux qui pourraient être vraiment dans mon top 5. C'est vraiment des jeux que j'adore, que je trouve exceptionnels et que je vais pouvoir défendre ici. Mais c'est pas, comment dire, ceux qui me connaissent Donc, déjà mes choix en fait. Et c'est plus un top je 10 voulais pas alors, faire de redite. c'est plus un top 10 alors, du Eh coup, oui, non? oui, ouais, en fait, bah oui, indirectement. Mais tu Ok, vois, ok. Ouais, pas de je vais souci. pas citer 10 jeux. Alors, est-ce que Tu vois, par rapport aux autres éditions, il a changé ton top déjà? Première question. bah en fait, le vrai top solo, top 5, en fait, il bouge quasiment pas. Donc en fait, là, sinon, j'aurais redit les mêmes arguments que l'année dernière, les mêmes jeux, et je trouvais pas ça intéressant. Tu vois, c'est pour ça que je veux présenter vraiment 5 jeux que je trouvais exceptionnels, que je veux vraiment garder dans la ludothèque, et qui pourraient vraiment être dans mon top 5 solo, qui pourraient même certains pourraient être mon premier choix. D'accord. Il n'y a aucun problème, tu vois. C'est des candidats vraiment solides, c'est pas des jeux au rabais ou des mauvais D'accord. choix. Bon, Enfin, tu vois, tu nous donneras quand même tu nous donnes les deux tops. Hein. Nous, on est intéressés pour les deux tops. Ah ouais. Donc, vas-y. Bah oui. Donc, vas-y pour le top Oh, 5 alternatif, le cinquième. Donc, tu alors, donnes d'abord le premier. Enfin, le cinquième, pardon. Et tu donnes le cinquième non alternatif, du coup. ah ouais, ok, donc ça marche. Du coup, bah, le 5 alternative version 2024, on va dire remanié, je mettrai Leviathan Wild. T'as fait des vidéos dessus ou pas? Ouais, j'ai fait 2 vidéos dessus, Léviathan. j'ai combattu 2 boss. Leviathan Wild. Donc c'est un jeu qui est sorti là cette année, là, 2024, c'est un Kickstarter.
Et jeu coopératif, donc jouable solo forcément. D'accord. Et en fait, c'est un jeu qui reprend un peu le concept du jeu vidéo Shadow of the Colossus, qui était sorti sur PlayStation. En fait, on devait monter sur des monstres géants et les calmer en fait. Et en fait, ces monstres géants étaient enragés. Je crois qu'il y avait des cristaux ou des, il y avait un truc à, il y avait un truc à faire sur le jeu vidéo, en tout cas pour les calmer. J'ai pas joué au jeu vidéo, mais je connais quand même bien. De réputation. Et en fait, là, ils ont fait ça en fait, sur un jeu de plateau, un jeu coopératif. Et franchement, ouais, les mécaniques sont vraiment très très bonnes. Et ça renouvelle un peu le genre coopératif. Tu vois, je trouve que la thématique et les mécaniques, elles sont vraiment très très bonnes. On joue directement sur un livre-jeu, comme Gloomhaven, Mâchoire du Lion. Donc ça, c'est cool, ça, pour la mise en place, c'est rapide. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc au niveau rejouabilité, tu as 17 Léviathans différents, chacun avec des mécaniques différentes, chacun avec un petit deck de cartes. Donc là, tu pourras pas rejouer plusieurs fois la fin, tu peux pas rejouer et retomber exactement sur la même configuration. Tu choisis un personnage et une classe, que tu vas mélanger les cartes des deux, ça te crée un tout petit deck. Et du coup, tu fais ça pour chaque personnage. Moi, je joue avec 3, parce que je trouve que c'est bien équilibré. Le mieux étant de jouer avec 3 persos. Et ensuite, let's go. Hein. Franchement, non, en termes de rejouabilité, ça m'a vraiment impressionné. D'accord. Tu as des questions Ouais. Bah oui, oui. Euh, Donc c'est un jeu en anglais? Ah oui, ouais, par contre, c'est un jeu exclusivement en anglais. Ok. Et là, Et donc, récemment, là, ouais. ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, je disais récemment, là, ils refont une campagne reprint sur Ah d'accord. GameFound avec une extension. Parce que le jeu a vraiment bien marché. Non, franchement, c'est cool. Le prix, je crois que c'était dans l'ordre des 80 €, mais un matériel est vraiment top. Plateau double couche, les cartes sont de bonne qualité, le livre avec les Léviathans, ça c'est top, quoi. On a directement les trucs. Il y a des jetons en bois, non, et insert aussi de qualité. Un bon insert pour bien ranger le jeu. Donc moi je trouve que pour 80 €, on s'y retrouve parce qu'on a un très très bon jeu en termes de mécanique. Il y a le fait de pouvoir jouer des cartes à n'importe quel moment. Donc c'est pas un jeu où on va dire tour du joueur 1, ben voilà, toi tu joues, personne ne peut interagir. Là non, le joueur 3 peut jouer une carte, le joueur 1 il peut en jouer une, il peut faire une action, après le monstre s'active, on peut encore jouer des cartes. Enfin, il y a vraiment un tempo où tu dois vraiment trouver des combos par toi-même et t'es pas limité en fait. Dans les autres jeux, t'attends ton tour en fait. Et là tu peux interagir à tout moment, comme tu dois escalader un monstre géant, tu te tiens au monstre. Et à tout moment, tu peux te lâcher. Par exemple, le monstre, il va envoyer une attaque, ou il va bouger, etc. Toi, tu peux te lâcher, et ça va te faire retomber un peu plus bas sur une zone, on va dire, un peu plus sécurisée. Donc, tu peux vraiment faire des gros combos. Ça, j'ai vraiment adoré. D'accord. Moi je connais pas trop, hein, donc. Par contre, Ah est-ce que ouais, ouais, non, tu il est peux. Alors tu sais, c'est une question fatidique à chaque fois qu'il y a un Ludic Awards. Est-ce que tu peux nous donner un point négatif du jeu, s'il te plaît? Alors, point négatif, attends, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que j'ai pas aimé En termes d'équilibrage, c'était quand même bien fait. Moi, je jouais en difficile. En termes de. Ouais, déjà, il faut pas y jouer en solo. Alors, il y a un mode solo, mais c'est un truc trafiqué. Donc, il faut vraiment y jouer en coop et prendre deux trois persos. Et là, ça marche. À 2 persos, déjà, c'est beaucoup plus dur. Donc là-dessus, c'est pas. Pour moi, c'est pas intéressant. Parce qu'il faut. Il y a beaucoup plus de zones sur le monstre à visiter, à explorer. Donc, c'est beaucoup plus dur. Donc, il faut vraiment y jouer à 3 ou 4. Après, ouais, c'est du jeu coop, donc il faut s'entendre avec les partenaires. Qu'est-ce que je pourrais citer en point négatif Je réfléchis, mais. Franchement, il m'a. En 2024, ouais, c'est vraiment un jeu qui m'a énormément plu. J'ai fait beaucoup de parties, je réfléchis. Non, je sais pas. Dans sa catégorie, non, j'ai du mal à trouver, hein, honnêtement. C'est pas que je fais style. Non, non. Je pourrais pas dire. Peut-être ça va me revenir un peu plus tard. La redondance ou pas? Chaque Léviathan est différent. En fait, chaque Léviathan a un petit deck de 5 cartes seulement. Et
elles sont mélangées au début de chaque manche. Donc en fait, le Léviathan, par exemple, qui est aquatique, il se comporte pas du tout comme le Léviathan de glace. Il y a Léviathan, c'est un espèce de vortex en fait qui change la gravité du jeu. Il se comporte pas comme le premier boss, la tortue. Ouais, chaque Léviathan, mais c'est différent. Donc certains, on va dire qu'ils se ressemblent un peu. Ils sont pas tous aussi intéressants les uns que les autres. Mais ils sont toujours en difficulté, ça va crescendo. Donc au début, tu as qui sont relativement simples en termes de mécanique, donc tu les fais assez facilement. Et après, vers la fin, ouais, ça devient l'enfer par contre. T'en as, ils sont vraiment terribles. Et un peu comme Iron Sen, tu vois, chaque boss a vraiment une particularité. Ils utilisent donc 5 cartes chacun, et il y a des jetons génériques en fait. Des jetons avec des symboles. Donc sur tel monstre, ça va faire tel effet, sur tel Léviathan, ça aura un autre effet, le même jeton. Donc ça, je trouve ça cool. Moi, ça multiplie pas le matériel, je veux dire, inutile. Mais non, franchement, en termes de rejouabilité, là j'ai encore envie d'y jouer. Hein. J'en ai fait une vingtaine de parties. Et justement, le temps d'une C'est partie, vraiment... parce que souvent, on se pose souvent la question, le temps d'une partie, ça dure combien de temps? Voilà, tu vas être en solo avec 3 persos. Moi, je mettais quoi, 1 heure hein. Une petite heure. 1 heure et demie, au max. D'accord. Et au niveau de Ah, l'accessibilité? l'accessibilité, alors ouais, déjà, c'est que c'est un jeu qu'en anglais, donc ça peut être un défaut pour certains. L'accessibilité, ça va. Au niveau des règles, les règles, tu vois, sont plutôt bien écrites. Il y a certains points, par contre, il faut aller un peu sur BGG. En fait, c'est des cas particuliers, parce que le Léviathan va jouer un pouvoir. Toi, comme tu peux jouer des cartes à tout moment, il faut savoir à quel moment le timing exact s'applique. Donc, il y a des petits points comme ça. Il y a les règles. Admettons, ouais, le point négatif que je dirais, c'est peut-être la direction artistique. Tu vois, elle est très colorée, ça fait un peu bande dessinée et tout. Moi, je sais que ça me dérange pas, j'aime bien les jeux colorés. Et je sais qu'il y a pas mal de monde, ouais, ça va peut-être leur déplaire. Le look des personnages, tu vois, mais moi, ça me convient en tout cas, c'est assez simple. C'est pas incroyable, c'est sûr. Sinon, en accessibilité, c'est pas un jeu expert, tu vois. Ça, moi, je dirais c'est un initié, un boy initié. D'accord. Non, est-ce que tu le conseilles pour des familles? Ah non, non, non. Je pense pas, parce que c'est. Ouais, il y a des concepts qui changent un peu, tu vois, comme c'est assez technique. Comme tu peux jouer des cartes à tout moment, il y a vraiment des moments opportuns où jouer une carte. Après, plus tu joues de cartes, plus tu t'épuises aussi. Donc si tu joues toutes tes cartes pendant le tour d'un collègue, arrivé à ton tour, tu vas rien pouvoir faire, ou très peu d'actions. Donc faut vraiment bien gérer son tempo euh, et son grip. D'accord. Et du coup, Donc là, non, non, pas pour définir. tu as parlé d'une nouvelle extension avec le nouveau KS, le reprint. Est-ce que tu vas pledge? Ah ouais, ouais, j'ai pledge directement. D'accord. Euh, j'ai pledge directement. Ça rajoute 5 léviathans, un personnage et une ou deux classes. Et du coup, comme je te disais, chaque classe, tu peux la combiner avec un perso. Donc le Mhm. perso 1 peut avoir la classe numéro 4 ou l'inverse. Tu peux faire vraiment des combos. Et tu as des persos qui sont plus soutien, plus attaquant, Mhm. plus soigneur, axé sur la rapidité. Donc ce mix. Ah oui, donc peut-être dans un défaut, il y a des classes, enfin, notamment une que j'ai en tête, qui est un peu sous-effective. Et donc moi, je pense qu'elle est un peu moins intéressante à jouer. Elle est plus aléatoire, tu vois. Elle se base sur un lancer de pièces. Il faut faire des piles ou des faces. Donc si tu fais des faces, tu as des bons effets, on va dire un peu plus forts. Si tu fais des piles, tu as l'effet qui est beaucoup moindre. Cette classe-là, elle est déjà un peu plus aléatoire. Moi, ça me dérange un peu. Après, D'accord. à voir les. Ouais, Et une petite dernière question, comme t'as pas forcément donné de points négatifs, je vais contourner un petit peu ma question. Tu vas tout de suite comprendre. Si tu pouvais changer ouais. une chose dans le jeu, ça serait quoi? Ouais, bonne question. Ce que je pourrais changer. Ah, c'est un peu. Je Euh, contourne la question, hein, t'as vu? Je suis sympa. Ouais, ouais. T'as raison, mais je t'ai dit, ouais, les règles, peut-être que ça manque de FAQ, de petits points. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Moi, le jeu, il m'a vraiment convaincu. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et Mhm. en plus, c'est un moment où, tu vois, j'avais reçu d'autres jeux en parallèle. J'avais fait une ou deux parties. Après, j'avais d'autres jeux à jouer. J'avais mis un peu de côté. Après, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, est-ce que je le revends? Est-ce que je vais y rejouer et tout? Et quand je l'ai ressorti la deuxième fois, c'est là que vraiment je suis tombé dedans. Et c'est un énorme coup de cœur. Donc, c'est vrai que j'ai dû. Peut-être pas assez de recul, je sais pas. Non, enfin, je trouve que dans sa catégorie,
c'est excellent, quoi. La mise en place est rapide, le rangement est très rapide aussi. Non, franchement, j'ai du mal Eh à trouver ben, des défauts. moi, je peux te Peut-être le répondre. prix. Ouais, le prix. Ouais. Ouais, Moi, je peux te répondre sinon par rapport à tout ce que tu as dit. Tu as dit quand même ouais, que les règles, c'était pas forcément folichon, qu'il fallait une FAQ et tout. Donc la chose que tu pourrais changer, c'est le livre de règles. ouais, exact, ouais. Moi, perso, je vois que ça, là, tu vois. Parce que le reste, c'est vraiment top. Ok. Non, c'est bien. C'est bien, C'est c'est vraiment bien. En top plus, dans sa catégorie. comme c'est un livre plateau, donc je pense que la mise en place est assez rapide en fin de compte. Que du coup, tu ouvres Ah ton bah, bouquin on en est pour clair. jouer. Ouais, voilà. Ouais, Donc ouais, exactement, ouais. c'est intéressant, c'est intéressant. Et ça me fait penser un peu à Giants Hand, mais un peu remasterisé. Tu vois, avec. Ben, ouais, avec, vu que chaque monstre est vraiment personnalisé, je te dis, le monstre des glaces, il joue pas du tout comme le monstre aquatique. Celui Hmm. sous l'eau, faut reprendre sa respiration, il faut reprendre de l'air. Celui en vortex, lui, il joue avec la gravité, il te change vraiment le sens de gravité, il te rend fou. Le dernier boss, il est directement enragé. En fait, le Léviathan, au fil du temps de la partie, il s'enrage. Lui, il commence, il est tout de suite enragé, il est à fond. Voilà, tu vois, t'as vraiment des mécanismes. Alors, voilà, tous ne se valent pas. Il y en a deux, trois Léviathans qui sont un peu moins marquants, on va dire. Mais sinon, t'as une grosse araignée, t'as une plante carnivore. Enfin, je veux dire, il y a un choix quand même. Donc, du coup, C'est important. mode optimal, on est d'accord que tu nous as dit que c'était 2 joueurs. Le solo, c'était moyen. Non, Donc, double moi, main. je dirais trois. 3, d'accord. Solo avec trois persos. Ouais, solo, trois persos. Ça se fait assez facilement parce que j'ai 50 cartes à gérer. Les decks de cartes sont petits. À 3, en fait, tu as beaucoup de synergie et tu as beaucoup d'entraide. À 2 joueurs, en fait, c'est un peu sous-effectif, c'est plus dur. Tu as t'as moins d'action, etc. Je trouve que et à 4, c'est peut-être trop long. Ou trop, enfin, ouais, je pense que ce sera un peu long. Moi, à 3, vraiment, je me suis éclaté. C'était la meilleure config. Mais c'est pas beaucoup en solo à 3. Enfin, c'est pas galère à gérer, je veux dire. Non, moi ça va, franchement, non, parce que chaque perso a 3 cartes en main. Donc tu vois, 3 persos, 3 x 3, tu as 9 cartes, on va dire, en visibilité à gérer. Et après, faut trouver les combos, quoi. D'accord. Tu vois. Ok, super. Merci en tout cas pour cette découverte. Et du coup, donne-nous ton top 5 non alternatifs. Ok, bah c'est celui-là que j'ai déjà parlé, que j'ai pas mal aussi mis en avant, c'est le G.I. Joe deck building. Ah oui, ok. Tu vois, ouais, j'en ai pas mal parlé, j'en ai fait aussi des vidéos. C'est un très très bon jeu de deck building, aussi coopératif. Et, euh, et celui-là, ouais, celui-là, alors il marche bien en solo. Tu vois, lui, tu peux vraiment prendre un seul perso. Mais par contre, j'avais fait une campagne, il y a une boîte avec une campagne où tu enchaînes les scénarios. Et là, j'avais essayé avec trois persos. Et vraiment, ça donnait une autre sensation au jeu. C'était quasiment pas le même jeu dans les timings et dans l'entraide avec les autres et tout. C'était un peu plus complexe, je pense, tu vois, avec trois persos et aussi intéressant. C'est ça qui était bien. Donc, deck building traditionnel un peu, avec une rivière, je veux dire. Deck building, ouais, exactement. Deck building à rivière. Euh, Il y a des cartes missions en fait qui sont sur le côté. Il faut accomplir les missions avec des lancers de dés. Donc c'est un deck building plus lancer de dés. Donc j'aime bien cette composante là. Donc t'as les avantages et inconvénients du lancer de dés. Hein. Des fois c'est frustrant, des fois tu fais des super résultats sortis de nulle part, donc t'es content. Tu dois combiner donc tes cartes, t'as des équipements, t'as des persos, des véhicules aussi, et tu combines le tout en fait pour réussir tes missions. Et là aussi t'as pas mal d'extensions. T'as pas mal beaucoup de contenu du coup avec des extensions, donc c'est assez onéreux forcément. Et justement, Ça va de pair. ce jeu-là, enfin, les critiques, moi, que j'en avais entendu, après tu me corriges, hein, mais c'est que justement, la boîte de Ouais. base, elle est super limitée en termes de missions et qu'il fallait forcément aligner le portefeuille pour avoir quand même un semblant de jeu, enfin, d'avoir un truc un peu plus Optimisé. optimisé, quoi, ouais. Est-ce que tu confirmes ces dires? Ouais. Ouais. Bah ouais, mais en fait je pense que c'est relatif à la majorité des jeux de cartes en fait finalement. Hein. Tu prends Aeon Sen, bon, encore qu'Aeon Sen, t'as 4 boss dans la première boîte et 8 persos. Mais le marché est assez light, donc rapidement tu vas vouloir aller aux extensions. Marvel Champions, je pense que c'est pareil. Horror Arkham, tu t'achètes juste une boîte de campagne, bah, tu vas pas loin. Hein. C'est très vite Ouais, mais là, redondant. c'est pas Et donc, c'est pas un jeu de cartes à collectionner, là, celui-là. C'est pas comme. non, 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 Ouais, voilà. non.
Ok. Non, 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 mais juste, je le classe dans la catégorie quand même jeu de cartes, tu vois, au sens large. Hmm. Et en fait, ces jeux de cartes, ils ont besoin justement d'avoir des cartes pour vivre. Et oui, il va falloir vite des extensions pour avoir plus de persos, plus de véhicules, plus de missions, plus de vilains, plus de tout en fait. Et D'accord. quand tu as vraiment beaucoup de contenu, là, ouais, là, tu as une rejouabilité qui est énorme. Juste boîte de base, oui, tu vas vite en faire le tour, hein. C'est vrai. Ok, donc ça demande quand même un investissement conséquent au niveau Ouais, budget, hein, on va dire. ouais, je Ok. confirme. Et donne-moi un point négatif sur ce jeu, s'il te plaît. Ah ouais, à G.I. Joe, par contre, là, c'est sur tendance, c'est le livret de règles. D'accord. Il est horrible. Il y a beaucoup de points qui manquent. Il devait être écrit au propre avec la FAQ. Ça n'a pas toujours pas été fait. Et ça fait des années qu'il est sorti déjà. Ouais, gros point noir là-dessus. Les règles, elles sont vraiment mauvaises. Parce que elles donnent même, il manque des infos, tout ça. Donc là, il faut vraiment aller sur BGG, bien s'informer. C'est pire que Léviathan. Léviathan, c'est vraiment des histoires de timing et de résolution. Tu sais pas à quel moment qui a priorité sur qui, sur quoi. Là, G.I. Joe, il y a vraiment des trous dans le livre. Donc ça, c'est assez dommageable. Et ouais, le prix est de 3. Ouais, après, moi, ça, c'est relatif à ma personne. C'est les mises en place. La mise en place longue. Quand tu commences certaines missions, il faut enlever des cartes du deck, il faut en rajouter d'un côté, il faut prendre certains modules, il faut enlever tel perso. Voilà, il y a un peu de mise en place, tu vois, à prévoir. D'accord. Moi, j'aime bien les jeux rapides à sortir, tu vois. Ok. Intéressant. Bon, on le connaissait un petit peu déjà, tu en avais déjà parlé. Donc Oui, c'est oui, bien, on oui. va pouvoir passer au suivant. Donc au numéro 4. Alors, numéro 4, je mets dans le top alternatif, je mets Cerebria. Ah, Cerebria de Mind Clash Game. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est les mêmes auteurs que Anachronie, les mêmes dessinatrices. Donc, Cerebria, là, ouais, là, on est sur là, c'est du jeu expert. Euh, Cerebria, donc c'est un jeu, en fait, sur la thématique, comme le film Vice Versa, avec les émotions. Donc, il y a des joueurs qui vont jouer les émotions, en fait, du bonheur, et les autres joueurs vont jouer les émotions plutôt négatives. Donc, la tristesse, la rancœur, la haine, etc. Donc c'est un jeu vraiment, les mécaniques et la thématique, elles sont vraiment liées. Et ça, je trouve ça très fort. C'est un jeu enfin, c'est conquête de territoire, mais comment dire, pas traditionnel, tu vois. C'est pas comme Risk ou Blood Rage ou des trucs comme ça. Là, c'est conquête de territoire avec des objectifs. Et c'est une course au point de victoire. Il faut vraiment aller choper des points de victoire pour influencer, en fait, l'esprit de la personne, tu vois, dont on occupe. Tu vois, c'est pour un influencer. Ouais, en Eurogame fait, on alors? joue. Ouais, on peut le considérer vraiment comme un Eurogame avec un thème fort. Ce jeu, il me fait penser à Vice Et Versa, le dessin animé. Je sais pas si, je sais pas pourquoi. ah oui, oui. Ah ouais, totalement, ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est comme si on était dans la tête d'une personne imaginaire, tu vois. Et en fait, on est dans son esprit et nous, on doit l'influencer. Donc moi, si je joue par exemple la tristesse, ben, je vais devoir lui mettre des émotions négatives pour la rendre, pour la tirer dans mon coin, tu vois. C'est une espèce de... Ouais, et tout ça sur conquête de territoire, parce que tu as un plateau avec des zones que tu dois aller conquérir. Et toi, tu places tes émotions. On a des cartes émotions. Et ce qui est bien, c'est que chaque émotion, vraiment, tu ressens dans le gameplay, tu ressens son effet. Par exemple, de la jalousie, quand tu la joues, eh ben, en fait, elle est jalouse d'une autre carte, donc elle va vouloir copier une carte adverse. Tu vois, juste des petits trucs comme ça. Tu te dis, ah ouais, putain, ils ont pensé à des petits mécanismes à chaque fois sur chaque carte pour te dire, ah ouais, putain, là, je sens vraiment que c'est ça. Tu vois, la générosité, je crois que quand tu le joues, tu gagnes des pions ou. Ouais, je les ai plus tout en tête, mais tu en as vraiment une palanquée. Et ouais, c'est vachement bien, quoi. Quand la thématique, elle rejoint la mécanique, je te dis, c'est Ouais, super cool. je comprends. Ouais, j'avoue que ça peut être sympa. En plus, le jeu est joli, tout. Non, non, c'est sympa. Par contre, en termes de rejouabilité et en termes de difficulté et en termes d'IA, parce que comme on joue solo, est-ce que l'IA est pas compliqué? Est-ce que voilà, c'est pas prise de tête? Comment ça se Ouais, passe? l'IA, il y a une main à voir dessus. C'est un automat fait par David Turkzy. Donc il est assez connu dans le milieu. Lui, il fait des automas, on va dire, qui représentent assez bien des joueurs humains, enfin qui copient en tout cas des joueurs humains. Par contre, ils sont assez complexes à chaque fois à gérer. Ils sont, j'allais dire, un peu laborieux. Après, ça dépend des jeux. C'est sûr que c'est un coup à prendre, hein. Il va falloir peut-être plusieurs parties pour bien assimiler. Tu vois, dans celui-là, tu retournes deux cartes et tu les places l'une à côté de l'autre. Et ça va te donner en fait les priorités d'action de l'automa. Moi, tu vois, j'ai fait une dizaine de parties. Au bout d'une dizaine de parties, après, ça roule, hein. Franchement, ça roule.
Beaucoup. Moi, je suis pas gêné. C'est beaucoup Ouais, une dizaine de parties. ouais, oui, certes. Après, moi, je sais que j'aime bien les jeux, j'aime bien les explorer, vraiment les farmer. Ouais, Non, mais je veux ça me dire, plaît si, bien. Tu vois, si tu arrives à maîtriser l'IA qu'à partir d'une dizaine de parties, c'est beaucoup, je trouve, pour arriver à ouais. maîtriser une IA. Je trouve, hein. Ah, C'est ça que je veux dire. ouais, non, en fait, je me suis peut-être mal exprimé, c'est que, en fait, j'ai fait 10 parties parce que j'aimais beaucoup, mais là, au bout de 10 parties, en fait, l'automa, pour moi, il est très fluide. Tu vois, il y a des gens qui vont être rébutés et tout. Peut-être que certains vont comprendre plus vite, peut-être certains vont mettre plus de temps. C'est aussi avec notre expérience de joueur. Ouais, ça demande un petit temps d'apprentissage. Et après, au-delà de ça, déjà le jeu est difficile. Hein. Le jeu, c'est un expert, clairement. Il y a moyen de réduire un peu la complexité. On peut jouer en mode débutant, où il y a moins de règles. On peut incorporer des règles au fur et à mesure pour avoir vraiment le jeu complet à la fin. Tu vois, pour te dire, j'ai jamais joué avec tout le jeu complet à ce moment-là. Tu vois, même avec 10 parties, il reste quand même très compliqué. Et l'IA, est-ce qu'elle est prévisible? L'IA, bah déjà l'IA, attends, si je dis pas de bêtises, elle a pas les mêmes ressources, enfin pas les mêmes ressources. C'est une IA un peu, si je veux pas te dire de bêtises, je crois qu'elle triche elle aussi. Je crois qu'elle triche. Mince, ça fait un moment que j'ai pas rejoué. J'avais joué en fait en début d'année, je l'avais vu à Noël, donc ça fait presque un an. L'IA est prévisible, oui et non, parce que en fait il y a des actions qu'elle fait automatiquement. Tu vois, elle est pas limitée comme nous un joueur avec les ressources, avec je sais pas certaines conditions, restrictions. Elle vraiment, elle retourne une carte. Si elle te dit, elle détruit ton château à cet emplacement, ben, elle le détruit. Tu vois, voilà, elle n'a pas besoin de cumuler des ressources, etc. C'est une IA un peu qui triche. Non, je pense pas qu'elle soit prévisible. Après, en fait, elle copie vraiment. Tu as la sensation de jouer contre un humain. Tu vois, même si elle n'a pas les ressources, etc. Et tout, elle va faire des actions comme un humain. Et c'est vrai que son fonctionnement, en fait, il est un peu logique. Tu vois, il a plusieurs priorités. On va te dire, il fait ça. S'il peut pas, ben, il va faire ça. S'il peut pas, ben, il fait ça en dernier lieu. Ben, c'est ce qui ferait un humain, tu vois, concrètement, sur les objectifs et tout. Franchement, non, moi, Et ça, je trouve qu'il est bien et pensé. l'IA peut être ajustée ou pas? Si par exemple à un moment donné tu roules sur le jeu, tu peux le faire. Ou c'est Il me par semble, rapport au module. ouais, il me semble qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. D'accord. Il me semble de la rendre plus difficile. Eh Si ben, vraiment super. on roule Et dessus. juste, est-ce que tu peux nous donner un point négatif? Ah ouais, là, il n'y a pas de souci, parce que je le sais, hein, c'est l'iconographie. Tu vois, ils sont partis sur un truc avec beaucoup de symboles, et vraiment trop. Et en fait, tu es toujours en train de regarder les fiches d'aide, et les fiches, ou le livret, pour savoir quel effet fait la carte. Tu vois, et, bah, ça coupe un peu dans le rythme. Hein. Tu vois, Ouais. tu poses une carte, ah merde, c'est quoi déjà cet effet? Alors, il y en a certains, ça va, tu arrives à comprendre. Il y en a certains, c'est vraiment alambiqué. Et c'est. Ouais, si t'as pas les aides de jeu à côté de toi, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est assez chaud. C'est foisonnant en fait. Et même le plateau d'esprit, t'as deux modes en fait. T'as le mode A, ce mode basique, on va dire, où tout le monde a les mêmes actions. Donc c'est symétrique. Et t'as le mode asymétrique, donc au verso de chaque plateau. Et là, chaque esprit a carrément des actions différentes et tout. Oh, bah là, j'ai même pas essayé. Là, tu tombes dans les pommes. Et voilà, là, il faut vraiment être expert ou alors vraiment jouer énormément au jeu pour vraiment bien le maîtriser. Là, ouais, l'iconographie, je pense qu'elle est complexe. Et ton Trop. win rate, il est de combien? Win rate, j'avais pas gagné énormément. J'avais pas gagné énormément. C'est assez chaud quand même pour gagner. Après, Ah, je suis pas peut-être pas un joueur exceptionnel aussi. c'est pour savoir si, non, mais c'est pour savoir si c'est équilibré, si au contraire c'est plutôt un jeu dur, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Non, non, je roulais pas sur le jeu quand j'ai dû gagner, mais que quelques fois. Franchement, c'est assez chaud. Après, voilà, je suis pas encore exceptionnel à ce jeu-là. J'ai encore à apprendre. D'accord. Je vais te poser une dernière question sur le jeu, un peu une question inédite. C'est un peu Ouais, cette année, en fait, je pose beaucoup de questions inédites. J'y ai un petit peu réfléchi aussi. c'est Là, cool. il y en a déjà eu quelques-unes. Et là, quelle a été donc ta première impression quand tu as joué à ce jeu? Première impression. Ah ouais, là c'est chaud, parce que là ça remonte à quasi un an. Je l'avais vu à Bah, Noël. qu'est-ce qui a fait, si tu veux, je peux formuler d'une différente façon. Qu'est-ce qui a fait Ouais. qu'aujourd'hui tu nous le présentes et que tu l'as gardé dans ta ludothèque? C'est que forcément,
Ah, Au premier abord, le jeu t'a fait une bonne impression. ah Sinon, oui, alors tu l'aurais moi, voilà, revendu, tu n'aurais pas rejoué, on est d'accord. ah, c'est clair, non, non, je veux pas le revendre. D'ailleurs, tu sais, je l'ai rangé, je crois que c'était en janvier ou février, et depuis, j'ai toujours envie d'y rejouer. À chaque fois, je passe devant les doigts, ah putain, il faudrait que je rejoue Donc, à celui-là, faudrait que je si tu as rejoue. envie de rejouer une partie à un jeu, par exemple, tu joues une game, enfin, tu fais une partie, tu as envie de rejouer, ben, c'est qu'il t'a fait une bonne Et, impression. Donc, c'est ça que je veux savoir. ah, ok. Ouais, ah ouais, ouais, bah en fait, c'est l'aspect. Moi, déjà, j'aime bien la direction artistique. Là aussi, elle est très, très colorée. Elle est un peu. Mhm. C'est un peu onirique. On se croirait vraiment dans un rêve, dans un univers fantastique. Je trouve que ça correspond bien au thème du jeu. La thématique qui rejoint la mécanique, vraiment comme je te disais, quand tu joues une émotion comme jalousie, comme la haine, et que vraiment l'effet de la carte, eh ben, tu te dis ah oui putain c'est logique que ça fasse ça quoi en jeu. Tu te dis ah ouais putain c'est génial. Et l'aspect conquête de territoire, parce que j'aime bien ce style-là. Tu vois, moi comme je te dis tout à l'heure, je suis ancien joueur d'échecs, donc c'est un peu entre guillemets conquête de territoire, faut attaquer l'autre et tout. Là c'est conquête de territoire, mais vraiment ça n'a rien à voir avec d'autres jeux de conquête de territoire. C'est vraiment unique en fait dans son genre. Et j'adore ça, parce que c'est un conquête de territoire aussi en solo. En solo, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup de jeux de conquête de territoire. Normalement, ça matche bien avec beaucoup de joueurs. J'avais essayé d'autres jeux, moi, comme ça, mais en multijoueur, j'avais essayé Cyclade, Blood Rage, Rising Sun, tout ça. Et en fait, si t'es pas beaucoup de joueurs, ben, ça marche pas bien. Hein. C'est pas adapté. Et celui-là, il marche bien dans ce créneau-là. J'en connais pas d'autres de jeux de ce style-là. Ok. Et du coup, donc toi, tu as joué en solo. Est-ce que tu as joué en multi aussi? Oui, j'ai réussi à faire jouer une fois mon fils et une autre fois. Non, j'avais joué aussi avec ma femme, en mode vraiment sans le plus simple possible. Hein. On avait réussi à jouer, Et du coup, tu vois. Donc, l'impression, mieux en solo, mieux en multi? bah, attends, après, j'avais fait aussi une partie. On avait fait. Attends, j'avais joué seul. J'avais pris deux esprits contre mon neveu et mon fils. Et là, c'était génial. Une partie comme ça, tu sais, tu peux jouer en équipe. En fait, tu peux faire du 2 contre 2. Et c'était énorme, énormissime, parce que là, là les possibilités sont énormes. Déjà, tu as beaucoup d'esprit sur le plateau. Les retournements de situation, toi tu poses une carte, après ça vient l'autre joueur, hop, il te l'enlève, il te joue un autre effet. Enfin, ouais, c'est vraiment, il prend le territoire, alors que toi tu voulais absolument celui-là, avec les objectifs. Ouais, la partie qu'on a fait, bah là, en fait, je voulais faire un 2 contre 2, mais il nous manquait un joueur. Donc moi, j'ai pris deux persos et j'ai joué contre deux autres joueurs. D'accord. C'était super. Ah ouais, je me suis régalé. Et, Ok. En mais tout en cas, c'est solo, un ça marche jeu aussi. Hein. effectivement qui est beau, c'est clair, et qui donne envie. Moi, il me donne envie ce jeu, tu vois. Il me donne envie, et peut-être qu'un jour, il faudrait que j'arrive à le tester, ou que je l'achète pour voir un peu, voir ce que ça peut donner en solo. Ouais, Après, j'ai toujours peur avec les jeux IA un peu, parce que bon, j'ai un peu peur de ça, parce que souvent, une fois qu'on arrive à les battre, machin, bon, ça reste de l'IA, et on va ouais, dire. ouais. Donc, bon, à voir, mais en tout cas, il donne envie, ça c'est plutôt cool. Bon, merci en tout cas pour celui-là. Même, Et on va passer au quatrième standard, non alternatif. ok, bah, quatrième standard non alternatif, c'est pareil, un jeu que j'avais déjà cité, hein, c'est Dawn of the Dead, le jeu Ah, ok, ouais. de Tower Defense dans l'univers zombie que j'adore. Et bah, celui-là, du coup, là, pareil, j'en ai filmé plusieurs parties, un peu comme tu avais fait toi, sur chaque niveau de difficulté, qui amène de nouvelles règles, de nouveaux personnages, de nouvelles cartes et événements, etc. Donc chaque partie s'enrichit à chaque niveau. Donc j'ai filmé des parties, donc ça m'a obligé à le ressortir, à rejouer plusieurs parties. Et vraiment en termes de ouais de pareil la thématique, l'immersion et tout, c'est énorme. Je trouve que c'est énorme. Hein. Pour un jeu, moi c'est mon jeu préféré de zombies en tout cas de loin. Je me sens vraiment oppressé par les zombies, je me sens vraiment attaqué, toujours dans la merde et tout. T'as plein de choses à faire, mais t'as pas le temps. Les zombies arrivent, ça arrive de tous les côtés. Ouais, c'est vraiment un jeu qui me procure beaucoup d'émotions. D'accord. Ouais, bon, on connaît, hein, forcément. Enfin, il y a une grande majorité de gens qui le connaissent, ce jeu, puisque forcément, Et oui. c'est un jeu qui est connu et qui en solo, bon, bah ouais, c'est clair, c'est un très bon jeu solo. Maintenant, quand même, donne-nous un petit point négatif. Euh, Ça va être peut-être ouais, il y a beaucoup de règles, beaucoup de règles, de petites règles aussi à se souvenir en permanence. On peut oublier des trucs dans l'ordre d'activation. Tu vois, il y a 5 livrets pour les règles, enfin
5 livrets. En fait, en gros, en tout, tu as 5 livrets. Tu en as certains pour les règles, un pour les règles avancées, un pour la mise en place, un pour machin. Moi, je m'y perds. En fait, à chaque fois que je veux une règle, je sais pas où la trouver. À chaque fois que je veux une info, je galère. J'aime pas, en fait, les jeux avec plusieurs livrets. Moi, j'aime bien, il y a un seul livret avec un sommaire, un index, et tu t'y retrouves. Là, c'est un peu... Je veux dire, des fois, ouais, c'est un peu confus. Tu vois, je suis souvent en train de naviguer entre les pages d'un livre, d'un autre, d'un machin. Donc, c'est complexe, ouais. Ok. Bah ouais, ok, c'est bien. Bon, je pense qu'on le connaît pas mal celui-là. On va pas forcément y passer Et- Ouais, beaucoup de ouais, temps. On bien l'a sûr. déjà présenté plein d'années. Donc si vraiment vous le Ouais, connaissez pas, oui. bah, je vous Bah, invite à aller voir sur les différentes chaînes. Vous allez forcément trouver du gameplay. Donc ouais, il est souvent cité, hein. ouais, bah oui. Mm. Ok. Eh ben merci. On va passer au numéro 3. Alors, numéro 3 là, on va partir sur un peu un autre registre. Ça va être Underwater Cities. D'accord. Underwaters. Allez, parle-nous un Underwater petit peu du Cities. jeu, savoir ce que c'est, le Euh, gameplay. ouais. Bah là, on est vraiment sur un pur Eurogame. Poste d'ouvrier, gestion de cartes et un peu de tableau building. Donc c'est un jeu de l'auteur Vladimir Sushi. Donc lui, il est spécialisé dans ce genre-là de jeu euro. C'est le seul que j'ai joué de cet auteur, mais il y en a d'autres que j'aimerais bien jouer. Il y a Évacuation, un de ces derniers, et Praga Caputregni aussi. Underwater City, en fait, c'est un peu, entre guillemets, un concurrent à Terraforming Mars. Il est sorti quelques temps après, et l'auteur, il a directement dit, ben voilà, je sors Underwater City, c'est le Terraforming Mars killer. Donc directement, euh, assez, on va dire, entre guillemets, prétentieux. Mais moi, en tout cas, je le préfère largement. J'accroche pas à Terraforming Mars. Et Underwater, j'aime énormément. C'est gestion de ressources vraiment très très tendue. Le challenge solo est très très difficile. Tu vois, c'est un truc de fou quoi pour réussir. Il faut vraiment que les étoiles soient bien alignées et bien jouées, bien gérer sa production et tout. Moi, je suis pas forcément un gros joueur d'Eurogame, donc celui-là vraiment c'est mon plus gros. C'est celui, tu vois, j'ai même revendu Projet Gaia, pourtant qui marche bien en solo et tout. Je préfère celui-là. Vraiment, je trouve que le challenge il est vraiment relevé et c'est passionnant quoi. Chaque fois tu commences une partie et tu dis bon allez je pars sur quoi? J'ai telle carte en main, ça va comboter avec ça, ok je pars là-dessus, tac. Ici j'ai un bonus, ouais franchement c'est gros challenge intellectuel. Et tu avais fait des vidéos ou pas? Alors j'ai filmé des vidéos, elles ne sont pas encore publiées. D'accord, J'en ok. ai filmé plusieurs. Ouais. Après, le Ça jeu, il c'est a un l'air jeu que j'ai eu à Noël assez... aussi. Il a l'air assez austère quand même, le jeu, alors. Je vois une vidéo. Ouais la direction artistique, ouais c'est pas folichon. Bah écoute ça ouais, moi je trouve ça va, ça fait le job, c'est pas exceptionnel hein. C'est pas son, on va dire, c'est pas son plus gros, son point C'est fort. un Bah déjà Eurogame c'est mieux encore, que hein, Terraforming aussi. Mars. T'aimes bien les Ah oui, ah Eurogames, ouais ouais, en là fin t'es de compte. clairement. Bah, en fait pas tant que ça. Je suis pas un gros fan de Eurogame. J'aime bien des fois partir là-dessus. Tu vois, j'avais joué avant, j'avais Agricola, j'avais Puerto Rico, un peu des vieux classiques. Là, sinon, si tu dans ma ludothèque, j'en ai vraiment pas beaucoup d'Eurogame. J'ai les ruines de Narak, j'ai Underwater Cities, j'en ai vraiment pas beaucoup, hein. Je me rappelle Hmm. même plus des autres pour te dire. Donc pareil, Après, là, j'ai beaucoup de jeux de parle-nous cartes. un petit peu de l'IA, parce que je pense qu'il y a une IA, il faut gagner des points. C'est un... Alors non, il n'y Non? a pas vraiment d'IA. En fait, le challenge solo, le défi solo, c'est d'arriver à faire 100 points et de construire 7 cités sous-marines. Parce que tu vois, si c'était que des points, ça me plairait pas. Parce que j'aime pas les jeux où il faut battre juste son score et se comparer. J'aime pas du tout. Ça, c'est rédhibitoire chez moi. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu as 100 points à faire, plus les 7 cités. Donc si tu remplis pas une des deux conditions, c'est défaite. Donc tu as un laps de temps défini. Je crois que tu as 14 tours, donc un peu comme 14 générations de Terraforming Mars, pour tout optimiser. C'est vraiment de l'optimisation pure et dure. Après, c'est même pas vraiment un automat, mais tu as des emplacements sur le plateau, comme c'est un peu poste d'ouvrier. Tu as des emplacements qui vont être bloqués je vais pas appeler ça automat, parce que c'est pas vraiment un automat, mais par le jeu. En fait, le jeu va te bloquer des emplacements pour te mettre des bâtons dans les roues, t'embêter un peu. Et vraiment, c'est le combo, tu vois, poste d'ouvrier et gestion de cartes qui va très très bien en fait. Faut essayer de faire correspondre en fait la couleur
Quand tu poses ton ouvrier, tu vas sur une case de couleur. Il faut faire correspondre ça avec une carte de ta main de la même couleur. Et si tu y arrives, tu as les effets des deux cases, quoi. Enfin, de la case et de la carte. Donc faut vraiment se casser la tête, quoi. Et c'est des choix, en fait, c'est des choix déchirants à chaque tour. Tu te dis, putain, il faut absolument que j'aille prendre des ressources, mais il faut absolument que je joue cette carte. Ah ouais, mais là, l'espèce de bot va me prendre cette action au prochain tour. Merde, comment je peux faire et tout. T'es toujours dans la merde, en fait, dans ce jeu. Tu veux Donc, tout faire. c'est une mécanique jeu de cartes Meeple, un peu comme... Ouais. Mince, comment ça s'appelle déjà le jeu, là? Mince. Non, je sais plus. Ah, je sais plus. Tu y as joué en plus aussi. Jeu de cartes BL, tu veux parler de Narak ou Dune Ouais, Imperium? Narak, ouais. Narak. C'est un peu le même principe, quoi. Ouais. En fait, là, en fait, ton ouvrier, tu peux vraiment le mettre où tu veux sur le plateau. Tu as des cases de couleurs. Et si tu veux avoir l'effet de ta carte jaune, il faut vraiment que tu ailles sur une action jaune. Mais des fois, les actions jaunes ne t'intéressent pas à ce moment-là. Mais tu as absolument besoin de cette carte. Donc, c'est vraiment des choix. Tu te dis, putain, tu as plein de cartes qui sont bien en fait en main. Et tu te dis laquelle je joue, laquelle je jette, laquelle je garde pour plus tard. C'est vraiment des choix déchirants. Et tu vois, il y a un auteur de jeu, un auteur, je crois que c'est Sid Jackson, un auteur assez connu, qui a fait c'est un vieil auteur. Il disait qu'un bon jeu, c'est un jeu en fait où tu as des choix intéressants. Voilà, pas des choix automatiques où tu dis ouais, ça c'est évident. Là vraiment, tu as des choix, mais putain, tu sais pas quoi faire. Mmh. Ouais, je comprends. Et en termes de rejouabilité? La rejouabilité, ça se base vraiment sur le paquet de cartes. Tu as un gros paquet de cartes, comme les jeux style Wingspan, Terraforming Mars encore une fois, Earth, tu vois, c'est des jeux, tu as vraiment un gros paquet de cartes. Là, il est séparé en 3 âges, donc les cartes sont de plus en plus fortes. Et donc voilà, en fait, c'est ça qui va ramener la rejouabilité, c'est ces cartes-là. Parce que tu commences pas avec les mêmes cartes, tu vas pas les piocher dans le même ordre, dans la même machin. Au niveau du plateau, il y a la mise Au en niveau place du du plateau, et plateau, c'est aléatoire ou c'est toujours pareil? C'est la même configuration? alors tu as des plateaux, on va dire, changeants, asymétriques, ou alors tu peux démarrer avec le plateau standard. Après, tu as des petites tuiles métropole qui vont changer. Tu as une métropole, on va dire, finale, et tu en as deux petites. Et celles-là vont t'amener des bonus différents. Tu vois, en fait, et pareil, là, la mise en place est très très rapide parce que t'as pas 1000 éléments à mettre sur le jeu. Mais non, la rejouabilité, elle vient vraiment des cartes, je pense. Des cartes et de ta métropole finale, c'est là que tu vas devoir. Elle va te donner un axe stratégique. Elle va te dire, faudra plus construire de tunnels. Il faudra tant de cartes vertes peut-être en fin de partie, etc. Elle va te donner vraiment un axe. D'accord. Bah pareil, ça a l'air d'être un jeu intéressant, Eurogame aussi. Donc Oui, pareil, si un jour j'ai l'occasion de le tester, bah, pourquoi pas. J'avoue il peut être intéressant par rapport à la stratégie et par rapport au choix, comme tu dis. Donc ah ouais, ça m'intrigue si un t'aimes peu te ce casser jeu la tête, à tester, ouais. Il a l'air plutôt pas mal. ouais. Est-ce que tu peux nous donner quand même un point négatif? Tu vois, le matériel est très critiqué dans sa boîte de base. Tu vois, il y a pas les plateaux double couche qui viennent avec une extension, donc du coup c'est un peu plus cher. Ouais, le matériel il est assez décrié, la DA. Et moi je dirais même, tu vois, la difficulté du solo, des fois c'est frustrant. Honnêtement, des fois, tu vois, tu fais des super parties, t'optimises tout, t'es à fond et tout, tu dis ouais là c'est bon, là je gagne et tout, t'es content. T'as fait tes 7 cités et t'as 99 points, ben, c'est défaite. Ou alors t'as fait 101 points et t'as 6 cités. Et là t'es dégoûté parce que tu dis putain qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. J'ai tout fait. Tu vois, ouais, des fois ça peut être frustrant. Franchement j'ai pas beaucoup de victoires sur ce jeu. Ben, il est réputé comme étant très très difficile en tout cas en solo. Du coup, ça me donne une question par rapport à ce que tu me dis. Est-ce qu'il y a Ouais. du coup plusieurs stratégies possibles pour gagner ou non, il faut toujours faire pareil Bah, de toute façon, tu vas toujours devoir faire tes 7 cités, tu vas devoir construire des tunnels pour les relier. En fait, c'est vraiment optimiser sa production à fond. Donc, trouver les bonnes cartes, trouver les bonnes actions. Il faut être un peu opportuniste, il faut s'adapter parce qu'il y a l'espèce de bot qui va t'embêter. Ça, tu peux l'anticiper, remarque le bot. Tu peux te dire tour 3, il va prendre cet emplacement, donc il faut que je le fasse maintenant. Mais dans 2 tours, je dois faire ci. Ouais, donc faut bien réfléchir. Moi, je trouve que, bah, juste, moi, tu vois, alors d'un côté, il est frustrant, ce solo, parce qu'il est trop dur et tu dis, putain, fait chier, tu gagnes une partie sur 15. Mais d'un autre côté, c'est aussi une rejouabilité, parce que moi, je me dis, bah, j'ai envie de rejouer pour gagner. Tu vois, je suis un peu comme ça.
on va dire, j'ai vraiment envie de gagner, donc je vais vouloir en faire, tu vois, je vais vouloir retenter. Et donc celui-là, j'en ai beaucoup de parties. Hein. J'ai beaucoup enchaîné sur celui-là. Alors du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que du coup, le jeu, il crée plutôt des instants, on va dire, ou des moments, par exemple, mémorables, ou c'est plutôt linéaire, ou plutôt prévisible, ou je sais pas, tu retournes une carte, ou tu retournes un truc, ou tu dis, ah putain, bah ouais, là, j'avais pas prévu, machin, tu vois, c'est ce genre de moment que j'aime bien, moi, entre guillemets. Est-ce que là, c'est plutôt linéaire, en disant, bon, bah voilà, dans 3 tours, je sais que le bot va faire ça, donc moi, je dois faire ça, voilà, c'est ça que je veux savoir. Ah oui, non, là, on va plutôt être dans la deuxième catégorie. Hein. C'est linéaire, D'accord. Il faut calculer, c'est très calculatoire. C'est prévisible. Il faut vraiment planifier. Ouais, complètement. Okay. La plupart des éléments de jeu sont prévisibles. Tu connais ta production, tu sais combien de ressources tu vas gagner, tu sais combien il te faut de points. Oui, tu peux tout calculer. C'est vraiment le challenge. Et ce que j'aime, c'est le challenge solo et complètement un puzzle et de savoir avec tes cartes de départ comment tu vas démarrer ton engin engine building en quelque sorte et comment tu vas pouvoir optimiser. C'est vraiment un défi d'optimisation maximum. D'accord. C'est ça son attrait. Mais oui, il n'y a pas de retournement de situation, etc., de surprise, il n'y a pas de carte événement. Ouais, c'est vraiment un jeu de calcul, un jeu de pulse pour ceux. Donc du coup, ça, c'est plus pour les gens qui aiment ce côté-là, un peu pulse game, brain entre guillemets, on réfléchit, machin. Et donc le pool de cartes va faire que il y aura pas forcément la même rejouabilité comme un Terraforming Mars par exemple. Voilà. Alors que le Celebria de tout à l'heure, il était du coup pour répondre à cette question-là, parce que je te l'ai pas forcément posé. Mais Cerebria, est-ce que tu as des moments pareil où c'est toujours linéaire ou est-ce que tu as des moments où tu te dis ah mince, ça j'avais pas prévu ou tu vois? Non, Cerebria, je pense que c'est même si c'est un peu Eurogame, calculatoire, tout ça, tu as beaucoup de retournements de situation. Ça peut la situation du plateau peut changer du tout au tout. Des fois, tu as un objectif commun avec l'autre camp et un objectif privé. Des fois, tu essaies de faire correspondre les deux. Des fois, tu dis, ah ben là, je suis bien, tac, j'ai placé mes unités, je suis safe et tout. Et à un tour d'automat, il t'enlève ton château, il te vire une carte, hop, et la situation a changé. Tu dis, oh merde, ben là, il faut se réadapter. Ouais. Alors, j'ai posé cette question-là exprès pour justement, si par exemple les deux jeux intéressaient une personne, et ben comme ça, ça permet de mieux s'identifier, à dire, bah peut-être que moi, je partirais peut-être plus sur Underwater City parce que je préfère le côté pulse calcul. Et puis une personne au contraire qui préfère le côté un peu dynamique, imprévisible, tout ça, bah, il partira peut-être plus sur Cerebria. Ce qui est mon cas par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit... revenir un petit peu sur Cerebria aussi pour que les gens, quand ils écoutent, ils puissent s'identifier à dire bah, moi je partirais plus sur lui que sur lui. Ok. En tout cas, bah, merci pour ce top 3 intéressant quand même, parce que le côté Pulse Game et tout, c'est plutôt cool. Et est-ce que du coup le top 3 standard, enfin non alternatif? Top 3 standard, c'est Iron Sand, donc un jeu dont j'ai longuement parlé. Mon ancien top 1, tu vois, j'aime beaucoup ce jeu. Par contre, voilà, maintenant avec le recul et les années, il y a plus de défauts qui ressortent. Il y a une mise en place chez moi qui est très très longue parce que j'ai toutes les cartes et j'attends encore une extension d'ailleurs. Mais je sais pas si tu vois d'avoir tout mélangé, si c'était judicieux parce que maintenant c'est un dinosaure le jeu, il prend une place monumentale. Chercher les cartes dans des centaines de cartes, c'est laborieux. Donc j'ai un peu plus de mal à le sortir en version physique. Et j'y joue par contre sur Steam, tu vois, il y a une application Steam et là ça va assez vite. Et là aussi, tu vois, à force d'avoir enchaîné les parties, tout ça, maintenant c'est un peu plus prévisible, un peu plus... je joue un peu en pilote automatique, tu vois. Alors du coup, on avait parlé de deux choses quand on avait parlé de ce jeu-là dans les précédentes éditions. On avait parlé du fait effectivement de mélanger la totalité ou que l'auteur lui-même avait dit que forcément en termes d'équilibrage, ça allait modifier l'équilibrage et que il n'allait pas assurer un équilibrage sur la totalité des composants du jeu. Donc ça, tu pourras nous dire après si effectivement tu as eu ce cas de figure-là. Et la deuxième chose qu'on avait parlé, c'était on avait trouvé une strat, ultimate, j'ai envie de dire, où en fait quand on l'a fait cette strat, on gagne tout le temps. Donc on va pas forcément la dévoiler parce que c'est pas le but. Mais par contre, est-ce que toi tu l'as testé cette strat là et effectivement est-ce que du coup ton win rate a augmenté, est-ce que tu gagnes plus souvent, est-ce que ça fonctionne et du coup est-ce que entre guillemets ça casse, c'est un game breaker comme on dit quoi? Alors
Ouais, pour la première question, c'est vrai, l'auteur avait bien dit ça, et ouais, je le confirme, tu vois. Alors, c'est bien de tout mélanger parce que tu vas pouvoir jouer la Némésis de la boîte 4 avec tes mages de la boîte 2 et les cartes marché de la boîte 7. Donc ça, c'est génial parce qu'au niveau combinaison, synergie, ben, tu vas toujours trouver des nouveaux trucs. Donc tu te dis, ah ouais, rejouabilité infinie, tout ça. Par contre, c'est vrai que tu peux tomber sur des decks déséquilibrés, deck marché, si tu joues en aléatoire, ou deck de monstres. Deck de monstres de la Némésis, s'il a que des monstres, bah tu es vraiment dans la merde. Et en fait, le jeu de base, tout ça, chaque boîte standalone est équilibrée avec un certain nombre de cartes monstres, cartes attaque, cartes pouvoir. Donc c'est vrai que si tu viens casser cet équilibre, c'est en connaissance de cause. Tu sais que tu vas des fois tomber sur des trucs bizarroïdes qui sont pas prévus à la base. Voilà pour la première question. Et la deuxième question, alors oui, il y a une façon de gagner plus souvent dans le jeu, donc on va pas la dire, tu as raison. Mais tu vois, même en sachant ça, ben j'en perds quand même pas mal de parties. Notamment quand je joue en mode expédition, qui est une sorte de mini-campagne où tu gardes tes mages et tu t'améliores en fait tes mages, tu gagnes des petits bonus, tout ça. Déjà dans ce mode, c'est un peu plus compliqué d'appliquer la recette. Et aussi, moi tu vois, je regarde des gameplays de joueurs très très forts, donc beaucoup plus forts que moi, largement. Et en fait, eux, ils partent sur des stratégies ou des choix de cartes et tout que moi j'aurais pas pensé, que j'aurais dit non, ça c'est nul et tout. Et en fait, en les voyant jouer, tu te dis waouh, putain, ah ouais, d'accord, il y a un fossé entre leur niveau et le mien. Donc moi, je suis vraiment, même si j'ai fait des centaines de parties, je suis encore loin, tu vois, d'une maîtrise totale du jeu. Il y a des mecs qui sont vraiment très très forts et qui vont partir sur d'autres strats, qui vont vraiment optimiser leurs achats, leurs decks, etc. Qui vont acheter très peu de cartes en fait. Moi, peut-être mon problème, c'est que j'aime bien acheter beaucoup de cartes et c'est pas bon. Et ouais, donc j'ai vu vraiment des parties et des stratégies vraiment assez ouf sur des chaînes YouTube anglophones. En français, il n'y a pas, malheureusement. Donc, donc ouais, Donc, mais ouais, il y donc a, pour y a toi, quand même le Game une Breaker, c'est façon plus, d'optimiser. pour toi, le Game Breaker, c'est plus une chimère qu'une réalité. Bref, il y a une façon, oui, d'optimiser quand même. Oui, oui. Oui, oui. Il y a une façon, on te dit tu fais ça au lieu de ça, ben oui, tu vas gagner beaucoup plus souvent et après tu vas remettre en question d'autres points du jeu. Donc oui, oui, non, ça existe quand même, hein. Je D'accord. ne nie pas. Et alors, du coup, Iron Hand, ce qui est compliqué, c'est que quand on débute comme ça dans l'univers du jeu et quand on veut s'y investir et s'y atteler, par exemple, moi, bah, on va dire que moi, j'y connais rien, machin, et là, il y a 50 millions de boîtes, on comprend rien, il y a 50 saisons, il y a du legacy, il n'y a pas du legacy, du coup, on capte un peu rien. Est-ce que tu peux nous dire, pour par exemple des gens qui nous écoutent et qui voudraient l'acheter demain, par exemple, eh ben, par quoi commencer? Est-ce que plutôt, il y en a qui disent, bah, faut commencer par le Legacy, il y en a qui disent, bah non, non, prenez la boîte de base, faut prendre des ci, faut prendre ça. Voilà. D'après toi, ton expérience, comme tu as quand même joué beaucoup, quel est le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut justement découvrir et débuter demain Ion's Hand, quelle boîte il faut acheter, voilà. Vas-y. Moi, tu vois, il y a un consensus qui dit que ouais, il faudrait commencer avec le Legacy, le premier, parce que c'est vrai. Problème technique, je n'entends plus le son. On va mettre une petite pause. Voilà. Attends, j'entends plus. Ok, je relance. Petit problème technique réglé. Donc vas-y, si tu peux répéter s'il te plaît ce que tu as dit, Seb, parce que du coup on n'a pas forcément entendu. Ok, pas de souci. Donc je disais, ouais, le consensus des joueurs que je vois un peu partout, c'est de dire aux gens débutants de commencer avec le Legacy, le premier, puisque on démarre avec un mage neutre vierge qu'on va pouvoir customiser. On démarre avec moins de règles, etc. Donc c'est vrai que sur ce point-là, c'est un point positif. Par contre, moi j'ai mis un bémol, c'est que si les gens ne sont pas vraiment habitués au deck building, et en plus le deck building a marché, là ça a marché, c'est pas Rivière, c'est un peu plus contraignant. Si les gens en fait ils jouent directement au Legacy et qu'ils jouent pas bien, ils vont enchaîner les défaites, ils vont être hyper frustrés et le jeu il avance en fait. Quand tu perds un combat, tu dois le refaire. Si tu le perds, tu dois avancer dans le scénario. Donc si tu avances dans le scénario et que tu perds systématiquement, je pense que tu peux être frustré. Moi perso, je conseille toujours la boîte de base, la première. Ou éventuellement, si le joueur est déjà connaisseur de deck building, qui connaît un peu, ou même qui connaît déjà Iron Sand et qui veut une boîte pour se lancer, etc. Moi, je dirais Nouvelle Ère, qui amène le système expédition, justement. Boîte de base, Qui redonne de la elle rejouabilité. fait un peu vieillot aussi en termes de graphisme, non? Enfin, je trouve moi perso. Ouais, oui.
les graphismes se sont améliorés justement avec la boîte Nouvelle Ère, donc c'est peut-être une bonne option. Après les Nemesis, moi, celles que je préfère, je trouve que les plus marquantes, c'est dans la boîte de base, parce que vraiment là c'était le début. Donc on avait le premier boss, lui qui tape comme un bourrin, le deuxième qui était plutôt invocateur, qui invoquait des petits insectes, le troisième qui mangeait le marché, donc ça c'est vachement bien comme mécanique, et le quatrième qui donnait des cartes pourries dans ton deck, des corruptions. Et en fait après quand ils ont créé d'autres Nemesis, en fait c'est souvent des doublons de ces archétypes. Tu vois, tu vas toujours avoir dans une boîte un invocateur, un mec Ah oui, bourrin, d'accord. ouais, un mec qui te donne des cartes pourries, voilà, tu auras souvent ces archétypes là, alors que ils sont mieux, tu vois, dans la boîte de base. Au moins, c'était vraiment novateur. Ok. Bon, bah merci en tout cas. Pareil, c'est un jeu qu'on a déjà parlé plein de fois. Il y avait les deux petites questions que je t'ai posées qui Et- étaient plutôt intéressantes. Donc voilà, pour celui qui veut découvrir, vous savez maintenant l'avis de Seb. Donc ça, c'est cool. On va passer au numéro 2, si je me suis pas trompé. Ouais, c'est bien ça, c'est bon, on est bon. Numéro 2 alternatif, ça va être Hit, le jeu de course. Ah oui, d'accord. J'allais marquer Hit comme le film, mais ok, ouais. Hit, le jeu de course. Hit, le film, ouais, c'est H-E-A-T, donc c'est bon. En fait, ça veut dire chaleur. Donc c'est bon, ça marche. D'accord. Bah alors, jeu de course, ok. Bah vas-y, dis-nous pourquoi t'aimes bien ce jeu. Alors, jeu de course de Formule 1 des années 60. Alors déjà, ouais, le thème, moi, à la base, je m'en fous complètement. Hein. Je suis pas du tout course, je suis pas du tout course automobile. C'est la refonte de Flamme Rouge, des mêmes auteurs. Donc ça reprend un peu les mêmes mécaniques, mais en version améliorée. Donc là, c'est un peu 2.0, la version améliorée. Et du coup, déjà, fait notable, c'est un jeu de course jouable en solo. Parce que la plupart des jeux de course, je pense même peut-être la majorité, voire tous, il n'y a pas de mode solo. En général, c'est des jeux multi avec forte interaction, etc. Et là, ils ont créé un système d'automat qui est très simple à gérer, avec une carte, et qui permet de simuler d'autres voitures qui peuvent être sur la piste. Et c'est vachement bien. Et, euh, et aussi, au niveau, pareil, la immersion thématique, immersion mécanique, je trouve qu'il y a tout qui coïncide. Vraiment, quand j'y ai joué les premières fois, je me disais, putain, là, je me croyais vraiment en train de conduire. Et en plus, c'est intéressant parce que les premières fois que j'ai joué, c'était sur BGA, Board Game Arena, donc un site pour jouer en ligne. Donc c'était même pas avec le jeu physique. Donc déjà, juste en jouant via une plateforme en ligne, j'avais déjà les sensations de me dire ouais putain dans le virage, wow, je suis obligé de vraiment de rétrograder, faut que je freine, faut que je joue telle carte pour vraiment passer tout doucement. Là la grande ligne droite, tu peux vraiment appuyer sur le champignon, tu balances tes grosses cartes, tu parcours la moitié du terrain, tu dis waouh putain grosse accélération, t'as des super sensations je trouve. J'ai vraiment adoré cet aspect-là de, comme je t'ai dit, mécanique et thématique vraiment respecté. Je trouve ça super cool. Après, donc au début, tu as un jeu relativement simple. Donc celui-là, il est très accessible, tu vois. Il est peut-être pas familial, mais un peu initié. Initié, ouais, il est pas mal dans cette catégorie-là. Et tu as des modules. Après, tu as le module météo, tu as le module atelier où tu vas pouvoir customiser ta bagnole. Tu as le module championnat. Donc tu peux faire des championnats avec les bots, avec des humains et des bots, ou que avec des humains. Ça, vraiment, tu fais comme tu veux. T'as des cartes événements, tu vois, t'as des sponsors. Vraiment, ils ont fait un truc de fou. C'est vraiment un jeu complet et hyper intéressant. D'accord. Bah ouais, ouais, ok, je vois à peu près le jeu. Faut aimer. Alors, moi, je pense qu'il faut aimer quand même un petit peu la thématique. Moi, ça me parle pas forcément, Voilà. donc c'est pas, Ah ouais, c'est pas folichon. ouais, Mais en mais termes d'IA, ouais, mais c'est justement, bizarre. est-ce Hein. que c'est équilibré tout ça? Ah ouais, alors les IA, là aussi, c'est encore une fois des IA qui trichent. Tu vois, en fait, on retourne une carte, on te dit, elles avancent de tant de cases. Voilà, et terminé. Il y a juste pour les virages, il y a un petit ajustement. Et en fait, elle reste compétitive l'IA. Tu peux l'augmenter de difficulté. Tu vois, les auteurs, ils ont donné leur difficulté. Moi, je pourrais pas jouer à ce niveau-là. C'est improbable. Je sais pas comment ils font. Donc, comme quoi, là aussi, il y a une courbe d'apprentissage. Et c'est vrai que le jeu, au début, tu joues, tu vas te planter dans les virages, tu vas mal optimiser ta main, parce que c'est un jeu de gestion de main de cartes. Donc, il faut vraiment gérer bien sa main. Et tu t'améliores. Et après, tu peux anticiper tes cartes aussi. Il y a des probabilités. Tu vois, tu connais ton deck à l'avance, mais tu sais pas dans quelle ordre tu vas le piocher. Mais tu peux anticiper. Tu vois, il y a des cartes numérotées de 1 à 4. Et une fois que tu as joué tous tes 1, tu sais qu'il te reste les 4, les 3 et les 2. Donc tu peux vraiment optimiser. Et quand vraiment tu arrives à optimiser et que tu prends bien les virages, etc., et que tu brûles tout le monde, que tu vois, des fois tu peux avoir une sacrée avance,
Là, c'est vraiment satisfaisant. Tu te dis, ouais, putain, t'as l'impression d'être un pilote exceptionnel. Et tu vois, moi, c'est bizarre parce que j'ai pas d'attrait pour les courses automobiles. La Formule 1, je regarde pas du tout. Je m'en fous. Les voitures, je m'en fous. À part pour aller au boulot et me balader, je veux dire, ma voiture, c'est pas. Tu vois, je m'en fiche. Ben là, le jeu, en fait, il marche parce que je ressens vraiment la thématique, en fait. J'ai vraiment l'impression de conduire. Non, je comprends. C'est ouf. Par contre, est-ce que, du coup, ça me fait penser à une question, comme ça même c'est un jeu de course, est-ce qu'il y a un moyen à un moment donné de remonter ou dès que le mec il se barre, bah ça y est, la victoire elle est assurée et du coup tu peux pas, toi tu te dis bah merde, du coup il s'est barré, limite comme s'il avait un tour d'avance, tu vois, et du coup tu te dis bah ouais, du coup bon, bah, c'est fini, tu vois. Ou alors est-ce qu'il y a vraiment moyen de remonter en disant ah bah ouais bah là tu vois, je sais pas, ces sensations là, est-ce que tu les as pendant la game? Ouais, franchement, c'est une bonne question. Ils ont mis une mécanique, on appelle ça catch-up, pour essayer de rattraper quand t'es dernier. Là, c'est quand t'es dernier ou avant-dernier, t'as un petit boost en fait. Donc, il va te permettre de prendre un peu plus de risques, faire un peu plus le fou dans les virages. En plus de la vitesse, t'as pas que les cartes de vitesse à contrôler, t'as aussi ton moteur. Et plus tu roules un peu comme un fou, tu fais des grosses accélérations, des gros freinages, et tu brûles un peu les virages, t'arrives trop fort, en fait tu vas abîmer ton moteur, ce qui peut te mettre à l'arrêt. Donc il faut prendre un peu de risque, parce que c'est un jeu de course, et si tu roules pépère, bah, tu vas te faire distancer, c'est clair. Il faut prendre un peu de risque, il faut calculer le risque, donc il y a un peu de prise de risque comme ça. Et c'est vrai que la mécanique de catch-up, bah ouais, c'est un petit boost. Après, c'est pas toujours suffisant. Tu vois, si vraiment un joueur ou un automa il prend une grosse avance et que toi tu es vraiment au fond, même avec cette mécanique-là, tu n'arriveras pas à le rattraper. Je pense pas. Donc des fois tu peux te planter. Et après moi tu vois ça pareil, je mets ça en face dans la réalité. Sur une course Formule 1, même là c'est directement éliminatoire. Quand tu sors de piste que tu te foires, bah, t'es carrément éliminé. Là dans le jeu, tu meurs jamais. Donc tu peux encore jouer, mais c'est vrai que ça va être dur de remonter. Hein. Quand vraiment tu te foires, que tu roules, tu fais n'importe quoi, c'est compliqué. Ouais, après, il faut doser le foirage. Si par exemple, tu prends un virage moins rapide que les autres et que les mecs ils te distancent et que du coup, il y a aucun moyen de rattraper, c'est moyen, quoi, tu vois. Enfin, je pense pas, mais Ouais. c'était surtout ça ma question, quoi. Pas forcément de sortie de piste tête à queue, quoi. Non, franchement, il y a moyen de rattraper. Hein. Les automates, sont pas invincibles. Eux, ils sont plus forts en ligne droite. Ils font vraiment des accélérations de fou. Par contre, dans les virages, tu peux vraiment les manger. Si tu, entre guillemets, j'allais dire, tu conduis bien. Oui, c'est un peu ça. Hein. Si tu maîtrises bien ta bagnole, avec les bonnes cartes au bon moment, tu as vraiment moyen de les griller. Et toi, tu as l'aspiration aussi. Tu vois, les automates n'ont pas d'aspiration. Toi, tu peux en bénéficier. Après, voilà, si tu joues en championnat, ben, si tu perds la première course, par exemple, c'est pas grave. Tu auras les autres courses pour te rattraper. Ou inversement. Donc il y a moyen. Et puis l'automa, par exemple, c'est des voitures colorées, tu vois. Donc peut-être l'automa, la voiture jaune de l'automa, elle va gagner la première course. Et sur la troisième, elle va finir dernière. Tu vois, il y a aussi cette chance-là. Ouais, Donc il y a moyen quand même de réguler ça. Tu peux augmenter la difficulté. Après, ouais. Après, des fois, il y a des parties où tu te foires. Hein. Tu prends un mauvais virage. Des fois, tu joues, entre guillemets, un peu la chance. Tu tentes un peu. Tu dis, ah, vas-y, tu as des cartes, en fait, un peu aléatoires de vitesse. Et c'est les cartes stress. Et des fois, tu te dis, ouais, vas-y, il faut que je joue ma carte stress parce qu'en fait, elle te prend un emplacement dans la main. Et quand ta main est réduite à cause de ces cartes-là, c'est chiant. Donc, des fois, tu joues des stress. Si tu les joues dans les virages, tu prends le risque vraiment de faire une connerie. Ok. Mais c'est réaliste, je pense. Ouais. Alors, moi, je pense, comme beaucoup de monde, j'ai joué à Formule 1, jeux vidéo et tout. Et le truc qui me plaisait le plus, c'était de faire un championnat, par exemple, ou un tour enfin une course plutôt, sur 50 tours, par exemple, 50-100 tours, et avec la gestion des pneus, la gestion de l'essence, tout ça. Est-ce que du coup, dans ce jeu, on retrouve la même chose ou pas du tout? Ah non, ça sera pas aussi poussé en termes de gestion. Tu vois, là, sinon, ça serait encore plus compliqué, je pense. Là, ça s'adresse à un public, on va dire, familial initié, selon les modules que tu vas mettre. Tu peux changer le nombre de tours d'une course, tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu peux créer tes championnats, etc. Tu as des cartes amélioration, mais c'est vrai que non, tu vas pas avoir de gestion de pneus, gestion de... L'essence. Ouais, parce que ce qui est intéressant dans la Formule 1 aussi, en termes de stratégie,
c'est aussi Ouais. prendre le temps, bah, comme tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait la météo, donc prendre la météo en Oui. compte par rapport à tes pneus, parce qu'on sait qu'avec les pneus pluie, on va moins vite. Et aussi, un aspect super stratégique, c'est le carburant. C'est-à-dire, est-ce que tu démarres la course avec pour faire 50 tours, mais du coup tu es plus lourd, donc du coup tu vas moins vite, ou est-ce que tu te dis, bah, je vais plutôt faire du carburant avec 20 tours, et il faudra que tu fasses un arrêt au stand, alors que les autres, ils vont peut-être pas forcément choisir cette strat. Et ça, dans le jeu vidéo, en tout cas, enfin, moi, c'est ça que j'aimais, ce côté un peu stratégie, Ah ouais, ouais, justement, c'est par vrai. rapport à ça, tu vois. Et là, du coup, on le retrouve Ouais, pas dans le jeu de c'est plateau. vrai. Non, tu le retrouves pas. Et ça, tu vois, c'est des éléments. J'ai testé un concurrent, c'est Formula D. Tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment la thématique Formule 1, course, etc. Pareil que Hit. Sauf que là, t'avais un module pour plus de réalité, justement. Et où t'avais gestion usure de ta voiture, t'avais les collisions aussi avec les autres bagnoles. Là, dans Hit, t'as pas de collision. Donc, voilà. Après, voilà, c'est un choix, tu vois, c'est soit côté réaliste ou soit simulation, enfin simulation réaliste, soit arcade. En fait, on va dire Hit, c'est plus de l'arcade. Tu vois, un peu comme sur console, tu as Gran Turismo pour la Ouais, je vois, ouais. simulation. Et moi, je préférais mieux Need for Speed Hmm. ou Burnout. Mais du coup, tu préfères Vraiment de lequel l'arcade ou. entre Hit et Formula D? Que tu nous as parlé de Formula D, c'est ça? Euh, ah, ah ouais, ouais, clairement Hit, parce que bah, Formula D, il a pas de solo. Ah, Et d'accord. Formula D, bah, comme son nom l'indique, c'est à base de lancer de dés. Alors même si tu ressens quand même les accélérations, tu as plusieurs dés en fait. Donc, quand tu es en première vitesse, tu as le dé, le plus petit dé qui fait un ou deux cases, je crois, c'est un petit dé. Après, tu as le dé qui va jusqu'à 6, le dé qui va jusqu'à 10, etc. À fur et à mesure que tu montes de vitesse. C'est Ça, plus c'était bien réaliste, retranscrit. mais t'as plus d'aléatoire, quoi. Ouais, voilà. Mais c'était quand même bien géré. Tu avais les virages aussi à bien prendre en compte et tout. Mais moi, comme je suis plus joueur jeu de cartes, c'est vrai que je préfère Hit et je suis plus joueur d'arcade aussi. Moi, tu vois, je préfère la rigolade, même si c'est moins réaliste, c'est pas grave. Hmm. Je préfère cet aspect-là. Ok, super. Et un point négatif quand même? Point négatif, ouais, La c'est peut-être longueur d'une partie, peut-être, c'est long, non? bah, une partie en soi, ça va être une petite heure, j'imagine. Ouais, je pense que c'est une petite heure, c'est assez simple à gérer. Après, si tu fais un championnat, ben voilà, c'est 3 4 courses. Donc là, c'est 3 ou 4 heures. Mais tu peux le faire en plusieurs fois. Point négatif, qu'est-ce que je dirais? Ouais, tu as des cartes d'amélioration. Ben, peut-être comme tu dis, tu vois, il y a plein de joueurs qui les demandent, ça, tu vois, ces aspects-là, l'aspect de gestion d'essence. Les cartes amélioration sont cool, mais par contre, c'est juste une carte, quoi. Par exemple, on te dit, bah, tu prends les pneus améliorés. En fait, c'est une carte dans ton deck. Tu vois, et bon, quand tu joues la carte, tu as l'effet, et t'as pas d'effet continu. Il y a pas de. Peut-être, ouais, ça manque un peu de personnalisation. Tu vois, j'ai vu, il y a des fan-made sur BGG. Il y a des gens qui ont créé des pilotes, il y a des gens qui ont créé des scénarios avec des courses. D'ailleurs, il y a beaucoup de fan-made de circuits. Tu as énormément de circuits fan-made qui sont très très bien. J'en ai imprimé, j'ai déjà joué dessus. Donc ouais, peut-être ça manque un peu de personnalisation, comme tu dis, tous ces éléments-là. La météo, si je trouve qu'elle est pas assez impactante, tu vois, selon moi. Hmm. Donc en fait, c'est une tuile, tu la pioches au début de course, donc des fois tu vas être dans la neige, des fois dans la pluie, le beau soleil, tout ça. Donc ça modifie certains aspects du jeu, mais pas suffisamment. Tu vois, quand il y a la neige, je sens pas qu'il faut vraiment que je roule plus doucement pour pas glisser. Quand il y a la pluie, pareil. Ouais, cet aspect-là, tu vois, il manque un peu. Je pense que la météo aurait pu être mieux intégrée. D'accord. Ok. Bon, bah, merci en tout cas. Et donne-nous donc, du coup, ton top 2 non Alors, top facultatif. 2, ouais, bah, c'est Mage Knight, hein, un gros jeu Non, il n'était bien pas top 1 connu lui des avant? joueurs. Bah, en fait, il oscille entre le 1 et le 2. Hein. À chaque fois, il, D'accord. Bon, Mage Knight, on va pas il passe forcément d'une en place. parler pendant 3 jours. À chaque, à chaque Ah émission oui, des Ludic Awards, il revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme on a quand même pas perdu pas mal de temps, parce qu'en fait, on devait commencer à une certaine heure, mais on n'a pas commencé tout de suite parce qu'on a eu un peu de problèmes techniques. Je te propose de passer directement, du coup, au top 1 alternatif, parce que de toute façon, Mage Knight, on le connaît déjà, donc on va pas forcément en oui, reparler oui. à fond. Donc vas-y, je t'écoute. Ah bah non, complètement. Eh bien, finalement, top alternatif, c'est mon top 2024. Et c'est Slay the Spire, l'adaptation du jeu vidéo. Ah, d'accord. Ah, ah, Slay the ah, ah. Spire, D'accord, Euh, d'accord. j'ai j'ai- j'ai explosé le nombre de parties. J'en ai fait, je crois, 120, un truc comme ça. Donc c'est vraiment. Je crois que j'ai. Ouais, c'est.
C'est un des jeux que j'ai le plus joué, en tout cas à sa réception. Parce qu'après, sur le long terme, c'est vrai que sur du Ion Sand ou des jeux que j'ai depuis plus longtemps, j'ai plus joué. Mais là, vraiment, faire 120 parties dans l'année de réception, ouais, c'était assez exceptionnel. Donc, c'est l'adaptation du célèbre jeu vidéo. Avec quelques changements. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Il y a des gens qui disent ouais, c'est la même chose, autant jouer aux jeux vidéo. Oui et non, en fait, parce qu'il y a des petits ajustements. Il y a le mode coop sur le jeu de société. Moi, perso, comme je disais tout à l'heure, moi, les jeux vidéo, c'est terminé maintenant. C'est pas grave, hein, je suis pas malheureux. Maintenant, moi, je veux jouer à des jeux de société, jeux de plateau. Donc, j'ai essayé d'ailleurs la version jeu vidéo. Moi, je préfère la version jeu de plateau. J'aime bien avoir le matériel. Moi, je suis passionné de jeux de société. Et il y a la composante des matériels, il y a le visuel, il y a tout l'aspect tactile, pardon. Pour moi, non, moi, je veux jouer sur mon jeu de société. Il y en a qui disent ouais, tu cliques, tu relances ta partie en 1 minute, c'est plus rapide. Je m'en fous en fait que ce soit rapide. Moi, je veux m'installer à ma table. Et si je veux jouer à Slay the Spire, je m'en fous, j'ai 3 heures devant moi. Sinon, je joue pas en fait. Si j'ai 5 minutes, je vais pas jouer. Il y a plusieurs polémiques sur ce jeu. Comme tu as dit, effectivement, en termes de rapidité, effectivement, c'est plus rapide de jouer sur le jeu vidéo. Mais bon, ça après, à la rigueur, c'est propre à chacun. Mais une autre polémique, en fait, c'est le copier-coller du jeu vidéo. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous achetez le board game, déjà il coûte assez cher, enfin il est assez onéreux par rapport au jeu vidéo, et en plus c'est un copier-coller du jeu vidéo. Ce qui fait que la polémique en fait qui s'est installée, c'est que de dire bon moi j'ai joué au jeu vidéo, j'ai peut-être joué je sais pas moi 120 heures sur le jeu vidéo ou x temps, je vais pas forcément racheter le jeu parce que j'ai rien forcément à redécouvrir parce que je connais déjà et je peux comprendre évidemment cette polémique. Qu'est-ce que t'en penses toi par rapport à ça? Oui, en effet. Alors c'est vrai que c'est une adaptation, on va dire très fidèle, hyper fidèle, un peu timide. Tu vois, ils n'ont pas pris de risques, ils n'ont pas créé de nouveaux persos, ils n'ont pas créé de nouvelles cartes. Alors qu'il y a il y a des créateurs de Slay the Spire du jeu vidéo qui ont participé à l'élaboration du jeu de société. Tu vois, donc ils auraient pu. Après, je pense qu'ils ont été timides. Ils ont fait vraiment je vais dire le strict minimum, parce qu'en fait déjà c'est The Spire jeu vidéo, c'est quasiment déjà un jeu de société, hein, finalement c'est du deck building, c'est roguelike, donc tu avances dans un espèce de donjon entre guillemets, tu enchaînes des combats, la mécanique des jeux de cartes, en fait il n'y avait pas grand chose à faire finalement pour le faire basculer en jeu de société. Donc c'est vrai qu'ils ont repris ça. Ouais, mais moi je trouve ça assez dommage et je suis assez d'accord quand même. Le jeu vidéo il a quand même un certain âge, c'est-à-dire il est pas sorti hier, tu vois. À la rigueur, le jeu vidéo aurait limite 1 an. Bon, il sort en jeu de plateau, il faut un copier-coller, bon pourquoi pas. Mais là effectivement, le jeu vidéo il a quand même un certain âge. Et du coup, le fait qu'ils aient pas mis d'exclusivité sur le board game, ne serait-ce même qu'un personnage, c'est vrai que je trouve ça quand même un peu dommage. Et pour les gens, et je comprends totalement, les gens qui ont déjà farmé le jeu vidéo, parce qu'il était très bien, il n'y a pas de souci, mais qui veulent pas forcément refarmer le jeu de plateau, malgré le fait que effectivement une des optimisations, améliorations, on peut dire, c'est que sur le jeu vidéo, tout va très vite, tout va très vite. Alors que sur le jeu de plateau, ça va plus doucement, on a le temps de mieux comprendre, on a le temps de mieux s'adapter, de regarder. Moi, je trouve que c'est ce côté-là que j'aime mieux en fait en jeu de plateau. Et moi, moi j'ai aussi le jeu. Mais moi, le truc, c'est que je connaissais pas trop le jeu vidéo parce que j'avais pas trop joué. J'avais dû faire vite fait une partie ou deux tranquille. Donc, je partais sur le board game en mode, de toute façon, c'est pas grave, ça va être la découverte puisque je connais pas le jeu vidéo. Donc, dans ce cas-là, ça marche, forcément. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu aussi penser à toutes les personnes qui ont farmé un peu. Et du coup, je suis assez d'accord avec ça parce que il y a tellement de jeux de plateau en jeux vidéo, il y en a plein. Là, si on va sur Steam, tu marques jeux de cartes, il y en a plein. S'ils les font tous en jeu de plateau, en mode copier-coller, sans forcément ajouter une exclusivité ou un truc, c'est vrai que c'est quand même triste, j'ai envie de dire. Enfin, moi, je trouve ça triste. Je trouve ça un peu dommage, en fait, qu'ils n'aient pas fait l'effort surtout pour le prix, qui est quand même plus cher, qu'ils aient pas fait l'effort d'ajouter quelque chose, ne serait-ce même qu'un boss, un perso, je sais pas, n'importe quoi. Je pense pas que ce soit la fin du monde. Et moi, je suis quand même assez d'accord avec cette polémique. Après, voilà, ça reste perso, évidemment. Mais que bon. Mais voilà, après, c'est personnel. Je suis d'accord, je le déplore aussi. Moi, j'avais un tout petit peu joué à Slay the Spire avant d'avoir le jeu de société. Après, quand j'ai reçu le jeu de société, j'ai beaucoup enchaîné de games et tout. Et en parallèle, je jouais aussi sur le jeu vidéo, tu vois, pour voir un peu les différences, voir un peu comment ça marche. Comme tu dis, c'est plus rapide,
ça va à 2000 à l'heure, c'est très frénétique. Voilà, moi je préfère le jeu de plateau. Et en fait, ce qui était bien, c'est que sur le jeu vidéo, je testais des stratégies, je testais des cartes, je testais des combos que tu peux reproduire sur le jeu de plateau. Donc ça, c'était super cool. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir des persos en plus, des boss, des machins. D'autant plus que y a des modes qui existent sur Steam. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Downfall, avec des nouveaux persos, des nouveaux boss, etc. Et des nouvelles cartes. Et vraiment, ça, ils auraient pu le mettre, par exemple. Donc c'est vrai que moi, là je suis d'accord. Hein, c'est vrai que ça manque un peu de surprise, voilà. Ouais, complètement. Je suis d'accord pour ceux qui connaissent déjà le jeu vidéo. D'ailleurs, moi le premier, si vous avez farmé le jeu vidéo et que vous connaissez, n'achetez pas le jeu plateau, ça sert à rien. Hein. Enfin, il y aura clairement pas de surprise. Et au prix qu'il veut, autant partir peut-être sur un autre jeu, justement. Ouais, peut-être bien, ouais. Mais, par contre, attention, effet inverse, celui qui connaît pas du tout le jeu de vidéo, alors là, allez-y, foncez, parce qu'il est excellent, forcément. Et du coup, justement, une alternative, si jamais, moi, voilà, je te dis, moi, Slay the Spire, c'est ton top 1 et tout, mais bon, moi, du coup, ça m'intéresse pas trop, parce que, justement, je l'ai farmé sur le jeu vidéo. Par contre, j'aime bien la mécanique, j'aime bien un peu ce que propose le jeu. Est-ce que tu peux me donner une alternative? Alors, il y en a deux qui me viennent en tête, qu'on pourrait un peu mettre dans ce panier-là, finalement. Alors, il y a une autre adaptation de jeu vidéo, c'est Dead Cell, tu vois, qui est toute récente, là, les gens viennent de la voir. Et là, pour le coup, c'est, là, ils ont dû adapter, parce que Dead Cell, c'est vraiment un jeu vidéo, vraiment un jeu vidéo avec la maniabilité, il faut avoir des réflexes, c'est beaucoup plus, c'est vraiment du temps réel, voilà, c'est ça. Donc là, sur le jeu de société, là, ils l'ont transposé en jeu de cartes coop. Donc ça pourrait être ça éventuellement, ou c'est aussi roguelike, mais pas de la même façon. Dans Dead Cell, va falloir enchaîner les runs et mourir et recommencer en s'améliorant à chaque fois. C'est pas vraiment comme ça dans Slay the Spire, mais je trouve que ça s'en rapproche un petit peu dans l'idée. Et c'est aussi des jeux coop. Et sinon, il y en a beaucoup aussi qui le comparent. Ils mettent Lord de Veyel deck building, dans le sens où c'est un deck building, c'est coopératif. Tu vas devoir enchaîner plusieurs combats pour arriver au boss et vaincre le boss pour gagner. Alors, alors moi, Dead Cell, je suis pas vraiment d'accord sur la mécanique. Enfin, Slay the Spire, ce qui est plutôt bien, c'est que justement tu level up ton perso, tu vas débloquer des nouvelles cartes et tu vas construire toi-même ton propre deck, puisqu'au début t'as très peu de cartes et petit à petit tu vas en mettre de plus en plus. Dead Cell, c'est pas vraiment ça. Hein. Dead Cell, tu vas améliorer un petit peu ton deck, mais c'est pas, voilà, il y a aussi des capacités de machin, c'est moins important que dans Slay the Spire. Par contre, Horde de VL, je suis d'accord avec toi que, enfin moi j'ai jamais joué, mais je pense que je suis d'accord avec toi que tu peux améliorer ton deck à la Slay the Spire, donc ça se rapprocherait peut-être un peu plus, c'est vrai. Pour le coup. Et du coup, pourquoi, quel est le choix, toi? Pourquoi du coup, toi, t'as choisi Slay the Spire et pas Horde de VL ou inversement? Enfin non, du coup, c'est pas inversement parce que t'as choisi. Mais pourquoi du coup parce que je sais que t'as déjà joué à Lord of the Veil aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que tu préfères, toi, Slay the Spire? Alors, pourquoi je pose cette question-là? C'est parce que si quelqu'un, par exemple, découvre les deux, s'il n'est pas dans le cas de figure où il a joué au jeu vidéo de Slay the Spire et qui découvre les deux et qui se dit, bon, bah voilà, moi j'ai un ultimatum entre Slay the Spire et Lord of the Veil, et ben, qu'est-ce qui ferait que je partirais plus sur l'un ou plus sur l'autre? Et comme toi, tu as joué aux deux, je me sers de ton expérience pour pouvoir répondre à cette question. Ouais, c'est une bonne question parce que je devais en parler dans une vidéo justement je voulais comparer les deux sur des aspects, ils se rejoignent et sur d'autres ils s'éloignent. Moi je préfère clairement Slay the Spire. Pour moi et de loin en termes d'équilibrage, rejouabilité, personnalisation de nos héros. Ouais. Des decks, ah oui, voilà, vraiment, chaque personnage est vraiment unique. Il a vraiment son deck de récompense, il se joue vraiment pas comme un autre. Je préfère en avoir 4 vraiment uniques, asymétriques à fond, qu'en avoir dans la boîte de Veyel, t'en as 30. Alors ils ont aussi des cartes pour les différencier, des fois un passif, mais tu sens moins la personnalisation quand même. Et non, en termes d'équilibrage aussi, Slay the Spire, il est beaucoup mieux fini, beaucoup plus propre, entre guillemets. Tu sens vraiment le jeu il est carré, il n'y a rien qui dépasse. Horde de Veyel, moi j'ai fait plusieurs parties, j'en ai fait en solo avec 2 persos, en solo avec 3, j'en ai filmé, j'ai joué aussi en coop. Le jeu est très très long et moi je trouve pour pas grand chose en fait, c'est très très long et des fois des tours rapides en fait où ça n'avance pas. Bon, peut-être que dans ces Spire il y a aussi peut-être des tours où tu défends, t'attaques et tu n'arrives pas à taper, j'imagine aussi. Mais c'est plus nerveux quand même ces Spire.
Non, pour moi, de loin, Slay the Spire, il l'emporte. Même sur le matos, il y a beaucoup de jetons, il y a beaucoup de rejouabilité avec la difficulté. Il y a beaucoup de boss. Alors, j'avais une question quand même pour Lord de Vale, parce que je connais pas du tout. Enfin, je connais très peu, j'ai vu vite Ouais. fait comme ça des vidéos. Mais d'après ce que j'ai compris, il n'y avait pas de sorte de mana au niveau de tes mains, donc ça qui veut dire que tu peux jouer toutes tes cartes, c'est ça ou je me trompe? Oui, exactement. Mais ouais, donc tu vas devoir jouer toutes tes cartes. Ah, t'es obligé? Il y a aussi il y a des choix obligés, non? Parce que tu D'accord. peux toujours Mais du coup, défausser une carte pour te si... déplacer. En fait, c'est là que j'arrive pas à comprendre. Si du coup, tu arrives à jouer... Si tu peux jouer toutes tes cartes, toi, dans Slay the Spire, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as 3 manas, on va dire, et que dans ta main Oui. de cette carte ou de 5 cartes, enfin bref, et ben tu te dis, bah mince, j'ai que 3 manas, alors peut-être que là, je veux plus partir pour faire une défense, peut-être là, je veux plus partir sur cette attaque-là, voilà, sur le poison, le machin. Ça te donne quand même des tactiques différents. Suivant, si tu donnes la main à 3-4 joueurs, ben, ils vont peut-être pas faire forcément la même chose. Alors que là, dans Lord of the Veil, si on peut jouer toute la main, bon bah tous les joueurs vont jouer toute la main. Tu vas jouer, il y en a un qui va peut-être faire ABCD et l'autre il va peut-être faire DCBA, mais dans tous les cas, le résultat est le même, on joue toute la main. Donc c'est là en fait que j'arrive pas à comprendre entre guillemets. Du coup, il y a moins, enfin je trouve, enfin, d'après ce que tu me dis et ce que j'en ai vu, j'ai l'impression qu'il y a moins ce côté quand même tactique qu'un Slay the Spire du fait justement qu'il n'y ait pas de mana à gérer et que du coup tu peux jouer toutes tes cartes parce que en fin de compte tu réfléchis pas en fait, tu prends tes cartes, hop, bah, tu dis bah je vais tout jouer et la seule chose que tu vas réfléchir c'est limite l'ordre dans lequel tu vas jouer les cartes. Mais comme tu sais que tu vas pratiquement toutes les jouer, ou alors si tu la joues pas c'est vraiment parce qu'il y a un effet spécifique et tu veux pas forcément le faire ou que tu peux pas le faire, c'est pas que tu veux pas le jouer mais c'est que tu peux pas par exemple. Bah, je trouve ça moins attrayant, mais après c'est perso encore une fois. Mais est-ce que tu confirmes du coup cet aspect-là que moi je me fais, ça se trouve je me trompe parce que j'ai jamais joué. Et comme toi t'as joué du coup. Ouais, bah ouais, totalement. Bah, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Un bon jeu, c'est un jeu avec des choix intéressants. Et alors, dans ces Spire, comme tu dis, t'as 3 manas. Il faut optimiser avec ces 3 manas. Et vraiment, des fois, ouais, putain, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, t'as plusieurs façons, comme tu dis, de jouer ta main. Et c'est toujours intéressant, etc. Des fois, t'as des choix automatiques, bien sûr. Voilà. Et dans Lord de Veyel, tu vas jouer toutes tes cartes. Après, il y a une nuance, c'est que tu peux, à tout moment, tu as aussi le placement tactique qui est intéressant dans Lord de Veyel. Tu as une map où tu vas pouvoir te déplacer et voir les monstres vraiment bouger, etc. Et du coup, tu peux défausser des cartes de ta main, n'importe laquelle, pour te déplacer. Ça te fait un déplacement. Donc tu peux, par exemple, te barrer, par exemple, si tu n'as pas de défense. Ou au contraire, si tu veux taper le monstre, t'as pas d'attaque à distance, tu vas pouvoir te rapprocher. Cet aspect-là est bien, tu vois, l'aspect des combats tactiques sur la map est très bien. Après les cartes, moi je trouve qu'elles manquent de, ça manque de, comment dire, elles manquent, je n'allais pas dire de folie, non de, c'est, tu vois, moi, à chaque fois que j'ai joué, souvent j'ai pris les mêmes cartes. Tu vois, la plupart du temps, tu prends les soins, tu prends les grosses attaques. Je sais pas, il y a plein de cartes que je passais à côté. Après, pareil, je suis pas un joueur exceptionnel, donc on peut me dire que c'est moi qui joue mal, etc. Mais je trouve que ouais, dans les Spire, j'ai plus de choix, même quand j'ai ma récompense en fin de combat. J'ai 3 cartes, ben, j'ai un pouvoir, j'ai une attaque qui est super et j'ai aussi une grosse défense. Alors je me dis, oh putain, je prends quoi? J'ai besoin des 3, elles sont les 3 bien. Donc certes, il y a beaucoup de contenu dans VL, mais je sais pas si tout est valable, tout est équilibré. Donc là, ils ont fait le choix de faire des cartes en fait qui n'ont pas de coût et en fait qui sur le papier elles sont censées, tu vois, être tout équitable. Donc, je sais pas, tu vas avoir par exemple une carte qui fait 2 d'attaque, ben, l'autre elle va faire 2 de défense, ou alors une carte qui va faire 1 d'attaque, 1 de défense. Voilà, tu vois, ça donne ça en fait. Les variantes de Ouais, cartes, c'est ouais, ça. mais je comprends. T'as moins ce dilemme de dire, bah mince, qu'est-ce que je joue à quel moment, parce que t'as pas forcément ce côté ressources et que tu peux forcément tout jouer. Ou alors, si tu joues pas une carte, bah, c'est que tu vas t'en servir pour le déplacement. Et dans ce cas-là, le dilemme sera, bon, bah, quelle est la carte la plus pourrie que j'ai dans ma main pour me déplacer? En gros, c'est un peu ça. Donc, Ouais, t'as c'est sûr ça. que ça, c'est un peu Après, moins, ouais, tu peux garder. c'est peut-être un peu plus, du coup, comment dire, pas amateur, mais plus, mince, comment on dit, tu sais, quand c'est Prévisible, non? non, pas prévisible, tu sais, quand quelque chose est très simpliste, mais il y a un mot, mais je me rappelle plus, mais c'est pas amateur, hein, c'est un autre mot. Et du coup, ce serait plus comme ça pour moi, Lord de Veil, toi. Alors que Slay the Après, ouais, Spire, pareil dans VL, attends, tu peux garder des cartes. Tu peux garder des cartes d'un tour à l'autre. Ça ah, peut être bien, tu vois, pour d'accord. préparer un combo par exemple. Il y a Ouais, cet d'accord, je aspect-là, vois. ouais. Ouais, mais comme tu sais pas ce que tu vas piocher, tu sais pas trop, quoi.
Ouais, après voilà, bah, les bons joueurs, ils vont te dire oui, tu peux prévoir, tu peux anticiper, tu peux gérer ton deck via tes blessures. Moi, tu vois, ce système, il m'a pas convaincu. C'était un peu l'argument du jeu. Ouais, c'est exceptionnel, vous pouvez trier votre deck quand vous prenez des blessures, vous cramez les cartes que vous voulez pas. Perso, moi, sur les parties que j'ai fait, j'en ai vu les limites. Hein. Alors certes, c'est bien quand tu prends des blessures, en fait, t'enlèves des cartes de ton deck ou t'as des fosses, etc. Tu les mets dans une zone blessure et en fait, ça les enlève de ton deck. Donc tu peux te dire, bah, c'est bien si c'est des cartes faibles. Comme ça écrème mon deck et j'aurai que des cartes fortes derrière, donc je serai trop fort. Mais sauf que tu t'affaiblis très vite et si tu reprends une attaque, tu vas perdre tes bonnes cartes. Et quand tu as perdu tes bonnes cartes, tu es dans la merde. Tu Mais peux en plus rien fait, faire. alors, À double tranchant. alors pour comprendre, hein, mais on est d'accord que quand tu Ouais. finis un combat, tu choisis entre différentes cartes, c'est ça? Et tu as le droit de dire j'en prends Oui. aucune ou pas? Oui, oui, tu peux en prendre aucune et ça te permet de te soigner. Par contre, Donc ça sert à c'est quoi contre-productif. Hein. Donc ça sert à quoi C'est de se dire contre-productif. bah, je prends une carte qui est pourrie et après je me prends des dégâts pour l'enlever? C'est quoi l'intérêt? Autant pas la prendre. Ouais, bah après, les cartes que tu gagnes sont censées être, on va dire, bonnes. Tu as un choix parmi trois. Et par contre, en fait, si tu les prends pas, ton maximum de points de vie ne grimpe pas. Donc pour moi, il faut forcément les prendre. Bah il grimpe pas, oui mais t'auras forcément des cartes bonnes. Donc dans tous les cas il va grimper, tu vois ce que je veux dire? Enfin je n'arrive pas, j'ai du mal à comprendre là. Enfin si Ouais, t'as un pool de bah trois ouais. cartes et en fait j'arrive pas à comprendre la mécanique de retirer les cartes de son deck avec des blessures, donc ça ok. Mais pour moi c'est Ouais. contradictoire avec le fait justement de les choisir. Tu choisis une carte, elle est bien, c'est que tu l'as choisie si tu la trouves bien. Sinon si tu trouves aucune carte qui est bien, bah tu vas pas la prendre. Si tu la prends juste pour avoir des Ouais, points de ouais. vie, c'est un peu ça ce que tu me dis. Ben, Ah bah des fois oui, t'es mais jamais, ouais, mais ouais, t'es jamais sûr. T'es jamais sûr. En fait, déjà, ça dilue ton deck déjà. Donc c'est un peu, c'est pas forcément optimum. Et en plus, t'es jamais sûr de te prendre le dégât au bon moment, de virer la bonne carte, tu vois. Donc, oui, je suis pas sûr ouais, que ça bah, soit pour moi si bien oui. de ça de prendre des cartes qui vont faire augmenter tes points de vie parce que ça va diluer ton carte et du coup ton perso il va devenir moins fort. Donc je sais pas, j'ai un peu de mal là du coup pour le coup avec ce que tu me dis. J'ai l'impression que c'est un peu contradictoire et c'est peut-être ça qui fait que c'est un peu Euh, spécial. Hein. pour moi, ouais, pour moi, ben, on est un peu dans ce truc-là. En fait, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai joué et ce que j'ai vu, c'est que c'est toujours dangereux de prendre des blessures pour écrémer, parce que tu peux dire, ouais, j'écrème, j'enlève mes cartes de départ, tu sais, les cartes faibles, mais en fait, elles vont dans la zone blessure. Et après, quand tu te soignes, tu vas les récupérer, les remettre dans le deck. Et il faut naviguer en fait entre soins et blessures. Il faut être à l'équilibre. Mais attends, moi j'ai, tu sais, les bons joueurs, enfin, les gens m'ont dit, ouais, mais non, tu prends pas assez de blessures, donc tu n'arrives pas à écrémer ton deck. Ok, bah, je me faisais taper. Sauf que tu contrôles pas toujours les cartes blessures qui vont dans ta zone blessure. Et quand tu perds tes bonnes cartes, que tu te retrouves qu'avec tes merdes, ah bah là tu dis, ah ouais, bah là j'ai plus rien. Alors j'ai pris les blessures, j'ai fait comme vous m'avez dit, et mon perso il est naze. Parce que là, Et là je vais tu me faire défoncer parce t'as que pas j'ai de pris des système cartes de pourries. défense dans le jeu. C'est-à-dire que t'as pas Oui, de. t'as des Si, blocages. Ouais, ouais, si t'as ouais, des ouais, t'as blocages. des blocages. Bah, je comprends pas Ouais, l'intérêt ouais. de prendre des cartes pour les virer après. Je comprends pas. Autant utiliser des blocages pour dire bon bah voilà là je vais prendre 3 dégâts. Ouais. Je vais essayer de les bloquer. Enfin, après j'ai jamais joué hein, donc je me fais peut-être des idées. Mais je vais essayer de Euh, les bloquer. Au moins je perds pas de cartes. Mais j'arrive pas à comprendre en fait l'intérêt de prendre des cartes pour les jeter après. Je trouve ça. ouais, Enfin, je ouais. trouve que c'est bizarre. Moi, je t'ai dit, moi, pour moi, c'est pour ça que je te dis, Slay the Spire est bien loin devant parce que tout est propre, tout est carré, tout est, euh, tout est bien équilibré en tout cas. Bah, après, c'est clair ils ont aussi le jeu vidéo, ils ont des années de jeux vidéo et de retour de joueurs, donc ils ont vraiment pu bien parfaire leur truc. Hmm. Et tu sens que Slay the Spire ouais, est vraiment abouti. Et moi, un autre truc qui ne me va pas aussi dans l'ordre de VL, donc même si je les compare, voilà, je fais la nuance. Il y a le système des monstres. Donc je sais pas si tu as vu des parties. Ils ont leur point de vie. Ils ont un autre blessure. Et après, ils ont aussi des blocages. En fait, ils ont trois valeurs. Il y a trois valeurs à traverser pour les tuer. Et moi, je trouve que c'est trop. En fait, ça rallonge le jeu. Donc le jeu est très très long. Ouais, une session complète, c'est hyper long. Et surtout le combat de boss, c'est interminable. Et en fait, je comprends pas pourquoi il y a les blocages. Bon, les blocages, comme les joueurs, ok. Les points de vie, ok. Et dans ces Spire, il y a aussi les blocages, il y a aussi les points de vie. Et là, dans celui-là, ils ont rajouté une valeur encore intermédiaire. Les blessures qui se rechargent. Moi, perso, j'en vois pas l'intérêt. Ça, je l'ai dit dans mes vidéos. Je comprends pas cette valeur-là qui vient nous embêter, qui rajoute du temps de jeu, de la Hmm. complexité, des effets. Ouais donc Et c'est des manipulations aussi. c'est un peu long pour rien d'après ce que tu dis quoi. En fait, ouais, ça pourrait être beaucoup plus Ça efficace. casse Ils un auraient peu le dû dynamique, écrémer. quoi. Ça casse un peu la dynamique du jeu.
en gros. Ah, pour moi, ouais, clairement. Ouais, Hmm. ouais. Bah, Non, j'en ai mais parlé avec après, pas mal il y de a pas gens qui de. sont un Moi, peu fans et tout. connais Ouais, pas, hein, ouais. donc moi j'essaie de comprendre par rapport à ce que tu dis. Mais après, quand on voit une vidéo, c'est sûr, on a du mal à se faire une idée, donc on peut pas forcément dire bah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, on sait pas. Moi, de ce que j'en ai vu, hein, comme tu dis, c'est la longueur. Ça, j'ai vu les retours comme quoi qu'effectivement c'était long, que par moment, de ce que j'en ai vu, bah par exemple, surtout sur les combats de boss, ça pouvait être, comme tu as dit, interminable, c'est-à-dire bah le boss, tu le tapes, il se heal ou il bloque et inversement, Oui, machin, et du coup il n'y a pas de mort d'un côté ou de l'autre, et du coup c'est très long, très chiant. Enfin ça c'est, c'est ça. alors il y a peut-être des configurations aussi qui font que ça arrive des fois et des fois ça arrive pas, c'est sûr. Mais en fait dans l'ensemble, je pense qu'effectivement il y a peut-être un problème de d'équilibrage du jeu, ce qui fait que bah par moment ça match, tu vas jouer, ça marche bien, il n'y a pas de Oui, souci, machin. Puis par moment, quand tu auras as certaines configurations qui font que bah, ça va durer dans le temps, parce que te feras pas assez de dégâts, tu n'arriveras pas à le tuer, ou il a du blocage, ou inversement. Et du coup, et donc là, ça matche pas. Et du coup, voilà. Bon, ça arrive. Après, ce qu'il faut savoir, c'est si ça arrive dans une partie sur combien. Si ça arrive sur une partie sur 1000, bon, à la rigueur, c'est pas très très grave. Par contre, si c'est une partie sur 5, là, déjà, c'est plus pareil. Donc après, faut, voilà, moi, je peux pas juger, j'ai pas joué. Et après, voilà, le système, comme tu as dit, la mécanique no mana, moi personnellement, je préfère une mécanique mana où ça me donne des choix justement dans ma main. Parce que je me dis, bah, de toute façon, je vais tout oui, jouer. Voilà, le no mana, je suis moins fan. Parce que je me dis, de toute façon, je vais tout jouer. Et à la rigueur, bah, quelles cartes vont être les plus pourries dans ma main pour me déplacer. Donc, hop, ça va me permettre de me ouais, déplacer. c'est ça. Voilà. Donc, ça, je suis Ouais. moins fan qu'un Slave of Spire qui te propose plus de choix, plus de strats. Voilà. Ça, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mais, euh, mais ok, merci en tout cas pour ça. Et il reste le solo non alternatif, enfin le solo, le top 1, pardon. Ouais. Le top 1, bah, il a pas bougé. Enfin, je sais plus l'année dernière si j'avais mis Mage Knight ou celui-là en premier. C'est Spirit Island encore. Il a pas bougé. Ah ouais, il a pas bougé. Et même avec les extensions. J'avais- Eh ben, alors tu vois, c'est marrant parce que là, Spirit Island, donc là, je le mets solo parce que j'avais prévu de faire comme ça, donc je vais pas changer au dernier moment et faire n'importe quoi. Par contre, là, tu vois, je l'ai ressorti pour jouer. Il y a une grosse extension qui va arriver. Et là, tu vois, il y a des défauts qui me dérangent un petit peu. Tu vois, je commence à en voir un peu les limites, un peu comme à Janssen. Je crois qu'à force d'avoir fait beaucoup de parties, au bout d'un moment, tu te dis, ah ouais, là, il y a ça qui est pas bon, là, il y a ça. Il y a des trucs qui me chagrinent un peu sur Ouais. celui-là. Alors, Spirit Island, jeu. Oui. Alors, c'est complètement du pulse game, hein, du calcul. Faut aimer, c'est du brain, hein, Ah ouais. c'est du brain. Faut aimer. Moi personnellement, j'avais testé, mais en fait, j'avais aussi revendu parce que le problème de ce jeu-là, c'est que c'est tellement calculatoire, c'est tellement prise de tête entre guillemets, que quand vous faites de l'Excel au boulot toute la journée et que vous rentrez chez vous, vous n'avez pas forcément envie en plus de calculer pourquoi les mecs ils font des maisons, des machins et à quel moment et sur quel territoire et c'est plus prise de tête qu'autre chose. Alors moi, voilà, je préférais plus m'évader après ma journée de boulot et plus décompresser, on va dire. Et ce jeu-là, pour moi, ne s'y prête pas. Mais après, encore une fois, c'est perso. Après, la mécanique est bonne, tout est bien, mais du coup, comme j'avais pas forcément envie d'y jouer les soirs et les machins après le taf, machin, donc j'ai dit, bah, je le revends. De toute façon, ça sert à rien parce que je vais pas y jouer que le week-end ou quand je suis reposé, entre guillemets. Mais alors, je sais pas si toi, tu t'as vécu un peu ou tu vis la même chose sur ce jeu. Ah oui, oui, clairement, c'est pas le jeu que tu peux. Alors certes, tu peux réguler la difficulté, jouer en niveau débutant, facile et tout, mais bon, après là, j'y prends moins de plaisir. Donc c'est vrai que j'ai mon petit niveau et pour y jouer, ouais, il faut être en pleine concentration avec l'énergie nécessaire, tout ça et tout. Non, non, il demande ouais, pas mal de ressources. Et moi, au-delà de ça, moi, ce qui me dérange, c'est en version française, il y a beaucoup d'errata, donc c'est une catastrophe, ça me saoule un peu. En plus de ça, tu cumules avec la complexité du jeu qui est très élevée. Notamment, tu rajoutes des extensions, ça devient de plus en plus complexe. Et là, je me dis, c'est de la complexité pour pas grand-chose. Pourquoi, tu vois, pourquoi complexe, complexe, complexe? Non, évidemment, ça sert à rien de monter dans des sphères où il faut bac plus 15. Tu vois, ça devient trop complexe et je vois pas trop l'intérêt. Ça m'énerve un peu. Là, je me rends compte que là, je rejoue avec un esprit, donc je fais du trou solo, comme on appelle ça, jouer avec un seul esprit. Et ça marche pas toujours. Tu vois, il y a des esprits qui marchent pas. Ben, ceux de soutien, par exemple, ils peuvent pas se démerder tout seuls. Ils sont pas assez bons. Donc en fait, pour jouer solo, ben, c'est comme à Hansen, il faut prendre deux persos, deux esprits. Sinon, ça marche pas bien. Là, je me rends compte, je fais plein de parties, ça marche pas. Il y a des esprits qui sont complètement pourris.
en solo du moins. Et le dernier point qui me fait relativiser un peu, ouais, c'est ça, la complexité, le solo, ouais, ça va être ça. Hein. C'est vraiment que ça devient trop complet. Il y a trop d'effets en fait en parallèle, trop D'accord. de. Tu deviens fou. Ah oui, le dernier truc, c'est qu'il y avait une extension en fait, qui venait casser le côté calculatoire. C'est la première extension, la petite, branche et griffe, et en fait elle ramène des événements. Alors les événements ils sont bien parce qu'ils chamboulent un peu le jeu, ça ramène de l'aléatoire, mais des fois c'est de l'aléatoire. Dans un jeu qui est très calculatoire, tu ramènes un truc aléatoire, ça te casse tout. Des fois tu fais une strat et tout, tu dis ouais vas-y je pars là-dessus, tac 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 tac. Tu pioches la carte événement, ça te bousille tout. Ah bah, moi je pète les plombs, c'est assez frustrant. Tu vois dans ce jeu-là en tout cas oui. Tu vois il y a d'autres jeux où les lancers de dés de Dawn of the Z ou de G.I. Joe, je m'en fous. Tu vois, des fois je perds, des fois je gagne. On va dire que ça s'équilibre. C'est de l'aléatoire qui est moins frustrant. Là, dans Spirit Island, comme tu calcules tout comme un fou, ah ouais, je fais ça, tu t'organises, t'as prévu 3 tours d'avance ton truc, et tu pioches un vieil événement, et tu peux mourir sur un événement. Hein. Des fois, t'es aux portes de la mort, tu pioches l'événement, hop, c'est perdu. Ah bah voilà, nickel. Ah, là, je pète les plombs. Donc tu vois, il est top 1, mais là, je suis en train de relativiser. Tu vois, donc peut-être que l'année prochaine, il bougera. D'accord. Bien, tu vois, ça fait du teasing. Moi, côté Pulse Game, alors je suis pas trop fan du côté Pulse Game, enfin ça dépend des jeux, mais subir, en fait j'aime pas ce côté subir et Pulse en même temps, tu vois, ça j'aime pas. Et effectivement, comme tu as dit, l'aléatoire dans un Pulse Game, alors ça peut être positif comme négatif, mais effectivement ça peut te casser tout le jeu. Par contre, en côté Pulse Game, est-ce que tu verrais un autre jeu un autre jeu potentiellement, si quelqu'un, par exemple, il aime bien ce côté Pulse Game, mais par contre, il veut pas forcément aller sur Ion's Hand parce qu'il veut pas forcément se casser la tête à fond et tout. Alors moi, j'en ai un en tête. Là, je suis en train de rechercher. J'avais fait des vidéos dessus. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Mais si toi, t'en as un en tête, je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Entre guillemets, Tower Defense. Postgame, Ah, là, tu m'entends? Ouais, je Tu t'entends m'entends? là. Ouais, je t'entends là. Ah, ok. Ouais, puzzle game, un peu aussi aspect Tower Defense. Il y a Cloud Spire, mais il est complexe aussi. Hein. Ah C'est ouais. aussi, c'est Et d'ailleurs, que balèze. le Spire est pas dans ton top. C'est marrant. Parce que toi qui as joué beaucoup. Alors, j'ai fait 20 parties de Cloud Spire avec des parties multi et pas mal de solo. Mais j'ai pas encore assez de recul, tu vois. Je me suis vraiment amusé et tout, mais je trouve que là aussi c'est très complexe. Donc des fois, j'étais un peu à chercher les réponses un peu partout, à me poser des questions. Et il faut que j'y rejoue en fait plus, tu vois, pour vraiment l'assimiler et vraiment le maîtriser à fond en fait. Là, ça se voit vraiment que je manque de maîtrise, de recul sur le jeu. Hmm. Tu vois. Et en termes de C'est pour ça choix, que je l'ai par pas contre, encore. Cloud Spire, c'est énorme. Hein. En Ah termes ouais, de ouais, par strat et contre, de oui. Là, choix. oui, oui. Ouais, c'est génial. Le Cloud Spire, c'est énormissime comme jeu. J'ai adoré. Hein. Ok. Ah ouais, Moi, le clairement. jeu que je pensais qui ressemblait un peu à. Alors, qui ressemblait, attention à prendre avec des pincettes, mais ce côté Spurs Game ou un peu plus. Je trouve là, moi, je le trouve un peu plus intéressant. C'est The City of King, là, qu'on peut voir un petit peu en vidéo. Moi, je le trouvais plus intéressant parce que tu avais le côté un petit peu aussi. Au début, découverte des tuiles, machin, upgrade de ton personnage. Et c'est un Pulse Game, hein, clairement, faut le savoir. Donc, moi, je le préférais à Spirit Island, voilà. Mais après, c'est perso, hein. Je sais pas si t'as eu l'occasion de D'accord. le tester. Mais si t'as l'occasion de le tester, ben, Non, j'ai teste-le. pas joué, Mm. non. Il est vraiment sympa. Ah bah ouais, ouais, volontiers. Ouais, ouais, Voilà. pendant un moment, je regardais pour ce jeu-là, mais après, j'étais passé à autre chose. Mais ouais, ouais, intéressant. Après, post-game, tu vois, comme ça. Après, sinon, moi, je vais sur Mage Knight aussi, hein, tu vois, Ah, c'est pas trop qui est un tout Pulse aussi Game. Enfin, passionnant. ouais, c'est un peu Pulse Game, Match Dark, je suis d'accord, mais t'as quand même beaucoup d'aléatoires dans Match Night. Moi, Pulse Game, enfin, je mettrais plus dans la catégorie le Pulse Game les jeux qui ont pas beaucoup d'aléatoires, tu vois. Match Night, il y a Ouais, quand le même moins pas mal possible. d'aléatoires. Ouais, ouais, il y a un côté Pulse Game, je suis d'accord, hein, mais je suis pas sûr de le mettre dans les catégories Pulse Game, Match Night. Autant Ouais. City of King, Spirit Island, l'autre là de. Mince, comment il s'appelle? L'auteur français. Tu sais qui s'était peint les cheveux en rose? Je sais plus comment il s'appelle. Toi, tu parles de The Loop. Voilà, The Loop. Autant The Loop, je crois que c'est un Pulse Game aussi. Ouais, ouais. Toi, les trucs comme ça, ouais. Par contre, Oui. Mage Knight, ouais. Ouais. En plus, Bon. Ok, ok. ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est.
Bon, en tout cas, merci Donc, pour finalement, ouais, ton... c'est bien, j'aurais fait 2 tops. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Et puis merci. Tu nous as fait découvrir des jeux intéressants à voir pour Cerebria, moi de mon côté, parce qu'il me tente bien. J'aime bien la mécanique, puis j'aime bien aussi le dessin animé vice versa. Donc si je me dis que si ça s'en rapproche, ça peut être toujours rigolo. Mais euh, mais voilà. Donc franchement c'était cool. Merci à toi. On a pu aussi te découvrir un petit peu, voir un petit peu ce que tu faisais sur ta chaîne, apprendre un peu plus à te connaître pour ceux qui te connaissent pas forcément. Et donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu avais une dernière chose à dire? Et j'avais quand même une dernière question avant de clôturer ton top 2024. Est-ce qu'il y a un jeu que tu as joué cette année où tu as fait waouh, ce jeu il est extraordinaire, il est vraiment très 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 bien. Mais par contre, tu l'as pas mis dans le top parce que, bah, c'est comme par exemple Cloudspire, t'as pas eu le temps de faire des parties assez approfondies, ou que tu t'es dit, bah, je vais peut-être pas forcément le mettre maintenant, parce qu'il y a ça qui me dérange. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un jeu cette année qui t'a fait waouh? Oui, comme tu dis, j'aurais pu facilement citer Cloudspire. En termes de gros jeux, vraiment, je serais parti sur celui-là. C'est vraiment le gros jeu qui est très très riche. Mais je vais en citer un petit qui est pas trop connu et que j'ai reçu il y a pas longtemps en Kickstarter. C'est un petit jeu de cartes, c'est Apocalypse. Donc c'est un petit jeu de cartes, donc c'est un jeu d'affrontement. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a un mode solo, tu vois, par rapport à d'autres jeux d'affrontement où c'est du 1 contre 1 ou plus. Là, je peux vraiment jouer en solo. Tu gères les cartes, il y a pas mal de combos. Moi, j'adore les jeux avec cartes et combos. Et ben là, c'est ça, c'est plein de combos, plein de synergies. Tu mets tel perso, il donne de la force à lui. Lui, il te donne telle ressource, etc. C'est rapide à mettre en place. Et en ce moment, je joue qu'à ça. Tu vois, j'ai 20 parties. Je l'ai reçu en octobre, le jeu, et 20 parties déjà. Ça dure une demi-heure. Comment tu dis le nom? Apocalypse. AI, c'est quoi AI? C'est AI? Euh, Ah, En fait, c'est un A majuscule point, I majuscule point, et Pocalypse, P-O-K-A-L-Y-P-S-E. AI, comme AI, intelligence artificielle, Pocalypse. d'accord. Et vraiment, je suis vachement surpris par ce petit jeu. Tu vois, j'avais fait un Kickstarter à l'aveugle, je me suis dit, bon, la DA, elle est sympa, les mécaniques, ça a l'air sympa. J'avais pas trop creusé, j'avais pas de vidéo, il y avait rien. Et c'est rare que je fasse ça. D'habitude, Kickstarter, je me renseigne énormément, Je trouve pas. Je trouve je pas. vais Tu pas à m'as dit l'aveugle. AI et après plus loin? Alors, tout est collé par contre. Ah, c'est Ah, peut-être pour ça. T'as peut-être mis donc c'est AI, un espace. Apocalypse, c'est ça? Ouais, ouais, Ah oui, A, ok, un c'est bon, grand j'ai A trouvé. C'est bon, majuscule. j'ai trouvé. Hmm. Ah, tu l'as. C'est un jeu d'un Allemand, Marian D'accord. Inger. Ça. Et voilà, bah ouais, je mettrais celui-là en avant parce que Cloudspire, il a déjà une bonne visibilité, même s'il est excellent, hein. Mais à Apocalypse, je suis vraiment très très content de ce jeu-là. En termes de petits jeux solo, bah, tu vois, le soir, comme tu disais, t'es crevé, t'as envie de t'évader et tout. Direct, je sors celui-là. C'est devenu mon petit jeu solo détente. Et quand même D'accord. avec pas mal de choix là aussi. Ouais. Toujours des choix intéressants. Donc très cool. Ok. Bon, bah, en tout cas, je te remercie pour ton top. C'était cool, la petite découverte. Et puis bah voilà, si t'as rien d'autre à ajouter, on va se quitter là. Si tu veux savoir, la vidéo, elle aura duré 2 heures. On a un peu dépassé, mais bon. Ah ouais, Quand on aime, on ouais, compte pas, hein, comme on dit. Donc merci à toi c'est d'avoir ça. accepté Ouais. aussi l'invitation et d'avoir partagé ton top à la communauté. Et donc, si vous voulez retrouver Seb, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, hein. J'ai mis plein de fois en image, c'est Seb et ses cartes. Vous tapez, vous allez trouver de toute façon. Je te remercie de ta participation. Et ben, on se retrouve. Alors, je sais pas si, je pense que tu sais ce qu'on dit à la fin d'une vidéo de LS. Donc, je vais te laisser le dire pour une fois que tu peux le faire. Donc, t'es prêt? Ouais, je crois. J'ai pas Ah, potassé. Ben non, mais c'était le but. Tu sais pas ce qu'on dit à la fin d'une vidéo de LS. Ok, bon, c'est pas grave, je te fais le début, ça va être facile. On se retrouve donc Ouais. très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour bah, une nouvelle vidéo Ludic Award. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas. Jouer à vos jeux. Voilà, très bien. Oui, oui, ça c'est bon. Allez. C'est bon. Ça c'est un classique. C'est un Ça, c'était classique. facile, c'est classique facile. Oui, oui, oui. C'était facile. Nickel. Ça va. Tu Voilà. m'avais bien mâché le travail. Il me restait plus grand Ouais, chose. j'avoue. Alors là, franchement, à force de l'écouter, je pense que ça sort tout seul, hein. C'est clair. Bah, peut-être qu'il y en a qui coupent la vidéo avant de l'écouter, donc peut-être que ce sera plus difficile. On verra avec les prochains invités, voir s'ils vont arriver à trouver la fin. Ouais. Et ouais, et là, c'est là qu'on va voir les fidèles viewers. Bah allez, merci à tous et à bientôt.